Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, bienvenue sur la chaîne Tabula Rasa pour la grosse vidéo de la semaine dans la bibliothèque comme d'habitude, en direct, dans les conditions du direct dirons-nous, afin de vous présenter une gamme de jeux de rôle. Et quelle gamme évidemment. Je veux parler de Légende des 5 anneaux, ou le livre des 5 anneaux, ou L5R, ou L5K, Legends of the Five Rings, pour les plus anglophones d'entre nous. Bref, quel jeu, quelle gamme, voilà, j'en ai partout autour de moi, voilà, pour vous présenter donc les 5 éditions de ce jeu, dont j'ai, on va dire, une très grosse partie, en tout cas toute la première édition, ça c'est sûr, la troisième aussi, la quatrième, bon, un peu moins complet sur les autres gammes, parce que, bah voilà, elles m'ont moins plu. Voilà, moi, L5R, c'est un jeu qui m'a suivi pendant, on va dire, depuis à peu près qu'il existe. On l'a joué, j'y ai été joueur, en tout cas dès qu'il est sorti donc en France, pour ce qui est en tout cas de la première édition, donc c'était déjà en 97 si mes souvenirs sont bons. En tout cas en 98 même. Voilà, le jeu lui était sorti en 96 en VO. Et vraiment, voilà, c'est un jeu qui m'a tenu à cœur pendant des années, déjà en tant que joueur, puis après donc en tant que MJ. Je pense que c'est le jeu où j'ai eu le plus de plaisir à mener des campagnes et à écrire des scénarios, mes scénarios. Et donc voilà, d'ailleurs, je vous en ferai profiter probablement dans le format des scénarios express, car voilà, j'ai je pense des scénarios vraiment très intéressants à vous proposer à ce niveau et des campagnes aussi. Ça, j'en ai joué. Pouf, alors là, à ne plus savoir quoi en faire, ce qui fait qu'à un moment, ben, j'ai fini quelque peu par, je dirais pas saturé, mais avoir l'impression d'avoir un peu tout dit sur ce jeu, ce qui n'est pas vrai, hein, évidemment. On fait rarement le tour d'un jeu, d'un univers, surtout comme celui-ci. Mais là, voilà, j'ai eu besoin à partir d'un certain moment de, on va dire, de faire une pause. Et c'est pour ça que j'ai très peu en fait essayé la quatrième édition et la cinquième édition dite FFG, voilà, avec son système, avec des propriétaires. Donc je vous parlerai aussi pour les avoir lus, mais pas pour les avoir malheureusement pratiqués. Par contre, la première et la troisième édition, ça, il n'y a pas de problème, je peux vous en parler, on va dire, presque les yeux fermés. Mais bon, je ne fermerai pas les yeux tout de même. Ça ferait, on va dire, assez étrange, je pense, sur la vidéo. Voilà. Alors L5R, L5R au tout départ, donc c'est un jeu de cartes donc de chez AEG, donc Aldernac Entertainment Game, je crois, si je me souviens bien de l'acronyme, qui avait donc fait un excellent jeu de cartes à collectionner. C'était, on va dire, la mode à l'époque, hein, depuis Magic. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est les cartes en question. Là, je vous montre mon terrible jeu Scorpion Ninja que j'aime. Donc, on avait le but de la partie dans le jeu de cartes, c'était de détruire justement la forteresse de l'adversaire. Donc, il y avait une valeur de défense, une valeur d'or qui vous permettait d'acheter des personnages et des alliés, des équipements, et une valeur d'honneur. Donc on pouvait gagner de plusieurs manières, hein, donc soit évidemment en détruisant la forteresse ennemie, donc elle était représentée en fait par 4 cartes qui étaient mises devant nous, et il fallait donc détruire les 4, on va dire, les 4 forteresses entre guillemets ennemies, et on gagnait la partie, où il fallait gagner en totalisant, donc je crois que c'était 40 points d'honneur si mes souvenirs sont bons, ou en ne tombant pas, on va dire, dans les négatifs. Donc là, je sais plus si c'était moins 10, oui, ça doit être moins 10 en honneur. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, hein. Voilà, et donc on avait de magnifiques dessins, de magnifiques illustrations, de magnifiques personnages, voilà, des personnages très connus, voilà, qui avaient donc chacun donc une valeur d'attaque, une valeur de ki, puisqu'ils pouvaient faire évidemment aussi des duels, évidemment, une valeur en or et une valeur, on va dire, si on le payait pas au rabais, et il nous rapportait évidemment de l'honneur et des capacités. Donc on jouait avec 2 decks. Donc il y avait un deck qui permettait d'avoir des ressources. Voilà, donc voilà, par exemple, vous avez un dojo qui pouvait vous rapporter des choses. Donc voilà, le fameux réseau de geisha. Donc ça, c'est vraiment spécifique. La maison de geisha, c'est très spécifique puisqu'il y avait des ressources spécifiques pour on va dire chaque clan évidemment. Voilà, ça c'était les armes évidemment du clan. Et évidemment donc des alliés et des cartes après qui permettaient évidemment de faire des choses. Donc par exemple voilà ces cartes là qui servaient surtout pour faire des concentrations pendant les duels de comment dire de ki, donc c'est-à-dire les duels comment dire de Yaijutsu, dont je reparlerai puisque c'est une chose extrêmement importante dans le système de jeu aussi du jeu de rôle, puisque le jeu de cartes vraiment
on va dire, donner le ton pour le jeu de rôle. Voilà, avec des techniques de combat, etc. Pour, dans la bataille, voilà, je suis le dernier, je vais tous vous tuer, à qui le tour. Embuscade, les fameuses cartes embuscade qui valaient une fortune à l'époque, je m'en souviens, c'était n'importe quoi. Là, voilà, le jeu de cartes sous cette forme-là n'existe plus. FFG en a refait une nouvelle version il y a quelques années. Et donc, malheureusement, il est en déstockage. Parce que là, il était passé en système, non pas jeu de cartes à collectionner, mais jeu de cartes évolutif. Et donc, là, j'ai vu qu'il était justement en déstockage. J'avais racheté cette nouvelle version, justement, qui était très similaire. Bon, il y avait des changements, évidemment, mais il était très dans l'esprit, malgré tout, du premier jeu de cartes, sans être un jeu de cartes à collectionner, donc. C'était en tout cas une très très bonne expérience de jeu, même si j'ai pas eu l'occasion d'y jouer autant que certains autres jeux de cartes, comme par exemple Magic, Keyforge ou Star Wars Destiny, que j'affectionne énormément. Voilà. Donc, L5R, au départ, c'est un jeu de cartes, et ils nous font donc la surprise en 1996, 97, non 96, je dis pas de bêtises, de nous sortir donc un jeu de rôle tiré justement de ce jeu de cartes. Alors souvent, les jeux de rôle tirés de jeux de cartes, on peut comment dire déjà commencer à tendre le dos et se dire voilà, c'est qu'un, on va dire un prétexte, on va dire une construction marketing qui va pas aller très loin. Bah là, on va en prendre plein la vue. On va vraiment être complètement, on va dire, abasourdi devant la richesse de l'univers qu'ils vont nous présenter. Et donc nous, on l'aura donc en 98 sous la forme de ce livre, un livre donc pour la première édition de 205, un peu plus de 250 pages, qui reste, je pense, dans les mémoires de chacun. Voilà, le mien est en très bon état parce qu'il y avait des sections, comment dire, en couleur qui montraient des sérieux signes de faiblesse au niveau de la reliure. Je pense que voilà, vous le savez, comment dire, si vous l'avez eu. J'ai moi-même été obligé de procéder à quelques petites choses pour éviter que le bouquin, comment dire, ne se parte en sucette. Bon, je ne l'ai pas trop utilisé, on va dire, pourtant c'est le bouquin de base, mais bon, il fallait faire quand même très attention parce que la reliure était vachement fragile. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous propose? Eh bien, de jouer dans un, on va dire, Japon fantasmé, avec beaucoup aussi de références à la Chine également, médiévale. Donc on est dans un univers mythique, où donc le mythe correspond réellement à la réalité, on va dire, quotidienne des gens. Donc on est vraiment dans une zone enclavée, voilà, des montagnes au nord, des montagnes à l'ouest, des montagnes au sud, une zone évidemment quelque peu à No Man's Land, donc l'outre-monde, hein, voilà, où, dit-on, selon la légende, a chuté justement l'un des 8 kami. Donc le monde est divisé en fait en sept grands territoires, 7 clans donc qui gèrent cette, ce comment dire ce royaume, donc ce qu'on appelle, enfin ce royaume, cet empire pardon, qu'on appelle donc l'empire d'Emeraude, évidemment, avec donc une famille régnante, celle qui a gagné en clair le tournoi des kami, puisque donc on est vraiment dans la logique de la mythologie shinto, ou donc qui est un peu la même d'ailleurs que la théogonie, on va dire, pour ce qui est de la mythologie grecque, où donc voilà, c'est le seigneur donc Lune qui s'est uni à la Dame Soleil, donc Dame Soleil Amaterasu, Seigneur Lune donc au Notengu. Il a voulu évidemment éviter que ses enfants ne lui prennent son pouvoir, donc il les a mangés. Amaterasu donc lui a on va dire comment on dit, l'a éventré, et donc ses enfants, on va dire, alors c'est pas Dame d'ailleurs Amaterasu, c'est l'un des enfants qui lui n'avait pas été avalé, donc qui va devenir d'ailleurs le comment s'appelle, le, le futur empereur d'ailleurs, du coup, qui va être donc à la tête justement de la lignée impériale, qui va donc éventrer son père, faire sortir donc ses frères et sœurs. Elle, Dame Amaterasu, avait remplacé évidemment son enfant par un caillou, hein, comme dans la légende en fait. Hein, c'est vraiment les mêmes mythes qui sont proposés. Ils vont donc voilà,
tomber tous sur Terre. Donc il y en a qui vont évidemment tomber au bon endroit. Il y en a un de leurs frères qui lui va tomber, je dirais, on va dire, dans le pire des endroits de l'univers et qui va donc devenir en fait le symbole donc du mal d'une certaine manière, parce qu'il va devenir complètement fou en sombrant justement dans l'outre-terre et devenir donc Fuleng, celui aussi qui ne doit pas être nommé, voilà, on a petite chose comme ça, et qui va devenir donc l'ennemi incarné, en fait le mal incarné. Et donc dans les 8 qui restaient dans cette région, ils vont donc faire un tournoi pour savoir évidemment qui est, on va dire, qui va être celui qui va régner évidemment sur ce nouvel empire. Et donc après donc un tournoi quelque peu endiablé où donc certains vont se retirer, certains voilà, vont gagner, perdre, etc. Et ben ils vont justement donc désigner leur donc Antei, et pas Antai, hein, attention, qui est donc le premier. Le premier, on va dire, celui justement qui avait éventré son père, et le premier, on va dire, des Kami qui va donc fonder la lignée impériale qui va porter son nom justement. Et donc les premiers, évidemment, de chaque clan vont former, eux, un clan et vont jurer fidélité à Antei. Et donc il va y avoir d'une part, on va aller dans l'ordre, donc le clan du sud vers le nord, le clan du crabe, donc avec Ida, la famille Ida, qui eux donc vont se jurer justement de construire une muraille et de protéger contre les incursions des créatures de l'outre-monde menées donc par leur frère complètement fou et qui a sombré dans le mal, donc le Fuleng. Il y a donc évidemment le Scorpion, voilà mon clan préféré, évidemment, avec Bayushi, qui lui va d'une certaine manière jouer le rôle du méchant nécessaire, voilà, le clan, comment dire, des intrigants, des espions, des assassins, évidemment, des ninjas qui n'existent pas. Je rappelle que ça n'existe pas hein, dans L5R, les ninjas. C'est une rumeur, au mieux une rumeur. Voilà, et qui vont donc, pareil, avoir un territoire. Donc le clan du lion, qui eux sont le symbole plutôt, on va dire, de l'honneur, du courage, avec donc à leur tête, donc, le nom les noms de famille vont me revenir au fur et à mesure, hein, parce que à froid comme ça, évidemment, ça revient pas forcément tout de suite. Donc c'est Akodo, voilà, c'était le temps que ça revienne au niveau de mon esprit. Voilà, donc qui eux vont être la force militaire de l'Empire, voilà, donc l'armée, en tout cas la plus nombreuse au service de l'empereur. Le clan de la grue qui eux vont apporter la civilisation, donc ils vont apporter l'écriture, qui vont apporter également le système de monnaie, qui vont apporter également l'étiquette de cours, évidemment, qui vont apporter plein d'autres choses extrêmement utiles, en particulier aussi le duel Yajutsu, pour, on va dire, l'art du duel, justement, dans lequel ils vont exceller, et qui auront donc une armée plus stratégique que nombreuse, voilà, avec à leur tête, donc, le nom va me revenir aussi, hein, comme d'habitude, parce qu'il y a plein de choses qui se percutent, comment dire, au niveau de mon esprit à l'heure actuelle, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ils ont une famille évidemment régnante qui est Doji, voilà, la famille Doji. C'était le temps que ça me revienne. C'est juste que la vieillesse ne m'aide pas à tout retrouver, comment dire, en temps et en heure, quand j'en ai envie. Donc voilà, Dame Doji, qui est donc voilà, là c'est une femme hein, qui est la première, on va dire, à avoir justement donné son nom au clan, et qui va donc rester très, très proche d'ailleurs aussi, la famille Doji, justement, de la famille impériale, en donnant la plupart du temps, on va dire, les épouses à l'empereur. Justement, par intrigue politique. Voilà. Donc le clan du Phénix, avec donc les Shiba. Donc alors, Shiba, oui, mais bon, alors c'est un peu compliqué puisque donc évidemment c'est la famille théoriquement donc Shiba qui est, on va dire, régnante, mais eux évidemment comme ils vont avoir ils vont être en quelque sorte les gardiens des secrets, ils vont être plus ou moins quand même dominés par on va dire les magiciens auxquels ils vont se lier, donc la famille Izawa en particulier. Et donc ils ont aussi ils ont plein d'autres familles, hein, j'ai pas cité tous les noms. Mais donc Shiba, lui, est donc le plus fidèle gardien des secrets, entre guillemets, mais voilà, il est là il a juré de protéger en fait justement la famille Izawa
qui elle garde, on va dire, les secrets de la magie, évidemment. Le dragon, donc avec la famille Togashi. Là, ça me revient tout de suite, hein, parce que les dragons sont dans mon cœur aussi. J'ai eu énormément de plaisir à jouer des dragons, en plus de jouer des scorpions. Bon, j'ai beaucoup joué les grues aussi, hein, de manière générale. Voilà, c'est à peu près mes clans préférés, même si je les aime tous, hein, ils ont tous leur intérêt. Et donc eux ont choisi de se retirer dans la montagne, d'être beaucoup plus discrets, moins présents dans les affaires de l'empereur. Voilà. Donc on dit d'ailleurs que bah, voilà, si c'est le clan du dragon, c'est pas pour rien, c'est que peut-être leur fondateur serait un dragon, mystère. Voilà, l'un des seuls kami d'ailleurs on va dire en activité à l'heure où on joue. Le clan de la licorne, anciennement le clan donc de la Kirin, qui ont choisi de partir en fait pour découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'Empire. Donc ils ont été dans ce qu'on appelle les terres brûlées, hein, purement et simplement, puisque ont le don de l'équitation. Voilà, ils maîtrisent très très bien le cheval, ce qui leur a permis de voyager. Et donc ils vont revenir, et là ça va être un peu bizarre, parce que bah, voilà, ils sont à l'époque où on joue, ils sont revenus depuis à peu près 500 ans, et donc on les a réaccueillis parce qu'on savait que c'était bien eux, mais c'est juste que ils sont devenus un peu barbares, quoi. Ils ont des coutumes un peu bizarres, ils sont partis avec des poneys, si je puis dire, parce qu'ils avaient leurs chevaux, c'était des poneys. Ils sont revenus avec des vrais chevaux et des manières un peu particulières. Donc on les a réacceptés, mais ça a été un peu, on va dire, le bazar. Voilà. Donc ça, c'est pour les grandes lignes de l'univers. Il est évidemment d'une telle richesse qu'en une vidéo de plusieurs heures, je pourrais encore vous en parler. Mais on a donc tous ces clans-là, plus plein de clans mineurs, évidemment, issus de ces clans ici. Donc ça, c'est quand je ferai les suppléments que je vous en parlerai un petit peu. Donc voilà, ça c'est la répartition des différents clans. Et donc on avait une carte aussi très intéressante qui elle donc montrait évidemment les différents lieux importants avec leur nomenclature et leur description qui étaient dans le livre de base, justement. Le livre de base était extrêmement complet, hein, pour l'époque. C'était plutôt intéressant à voir, et ça surtout c'était générateur d'aventure. Juste en lisant, on va dire, un petit paragraphe, on pouvait réellement penser déjà à faire un scénario, et c'était plutôt pas mal cette histoire, il faut quand même se le dire. Donc on est au moment où cela commence, donc en 1121 du calendrier, donc après la chute des Kami, hein, donc la fondation de l'Empire. Les joueurs, eux, la proposition ludique évidemment de L5R, c'est de jouer un samouraï. On joue tous des samouraïs. Du moins, ça, c'est la proposition de base. En tant que samouraï, on peut jouer aussi bien donc deux grands archétypes que sont donc le bushi, le guerrier, voilà, au service de son seigneur, et donc le shugenja, donc le magicien, un peu prêtre aussi, hein. Ils sont à la fois prêtres et magiciens, les Shugenja. Ils ont donc la capacité de pouvoir parler avec les esprits, de présider, comment dire, au culte dans la plupart du temps, évidemment. Mais voilà, et donc ils ont le don de la magie. Évidemment, chaque clan a son école de magie, même si techniquement, donc, ce sont les phénix qui ont normalement les plus grands magiciens, les plus grands Shugenja de tout l'Empire. Mais tout le monde en fait a son école de magie. Dans les suppléments, on pourra voir qu'on peut jouer évidemment des samouraïs sans clan, donc des ronin. Bon, ça nous est proposé aussi dans le livre de base, mais c'est moins développé évidemment qu'avec les suppléments. On peut jouer également des moines, des Sohei, qui sont extrêmement puissants, puisqu'ils maîtrisent une autre forme de magie, entre guillemets. Par leur prière et par leur méditation, ils peuvent canaliser donc, ce qu'on appelle des Kyo, qui sont vraiment extrêmement puissants, hein, faut quand même. D'ailleurs, le Shugenja, lui aussi, peut apprendre des Kyo, hein. Voilà, donc là, on a pu tester, et je peux vous le dire de source sûre, le moine, c'est vraiment cheaté du genou, surtout le moine du vide. C'est horrible. Voilà, ça casse les scénars, et ça casse les campagnes même, ça casse tout. Voilà, mais bon, faut assumer, hein, on a testé, au moins on a vu, et on a vu ce que ça donnait. Et donc après, bon, techniquement on peut jouer également tout autre type de personnage, hein, que ce soit un marchand, un paysan, mais évidemment l'impliquer dans le monde de L5R, à une table, puisqu'on va jouer surtout donc, des samouraïs qui sont impliqués dans des affaires d'intrigue, de politique, évidemment de militaires, dans des mystères également aussi, dans des histoires, on va dire, extrêmement périlleuses, où ils vont donc devoir défendre l'Empire, être au service
comment dire, de leur seigneur. Alors, si on veut jouer évidemment une table avec des membres du même clan, on va privilégier évidemment d'être des serviteurs directs d'un seigneur. Si on joue évidemment des membres de clans différents, c'est là que ça pose problème. On le sait très bien, il faut pas quand même se voiler la face. Jouer, on va dire, des clans si différents avec tellement, on va dire, d'identité, ça cause tout de suite, on va dire, des problèmes. Voilà, avec le Ida qui lui est grossier, mal dégrossi, et qui, voilà, qui est sans manière, mais qui est un gros bourrin, on va dire, entêté la plupart du temps. Bon, ça c'est l'archétype, hein. Il y a plus fin quand même, évidemment. Le Scorpion qui lui, on va toujours juger que c'est le traître qui va essayer de vous assassiner dans le dos, qui va faire des choses veules dans l'ombre des autres, etc. Le lion qui lui va plutôt être courageux, le gru qui lui va être extrêmement maniéré, le dragon qui va être mystérieux et en retrait, le phénix qui va être plutôt hautain, ambitieux et un peu, on va dire, morgue, justement, de par le savoir dont il est détenteur. Voilà, le licorne qui lui va être également jugé comme un barbare avec des pratiques barbares, donc il va pas non plus. Voilà, il va y avoir évidemment de l'émulation au sein du groupe qui va faire que le groupe de PJ, on se demande comment il peut tenir de base. Eh ben, ils avaient trouvé donc une modalité, on va dire, de jeu qui est de jouer en fait un des joueurs jouait un magistrat d'émeraude, donc un détenteur en fait de la justice par l'intermédiaire donc du représentant donc justement de la justice impériale qu'est le champion d'émeraude. Voilà, et donc de jouer en fait donc un magistrat avec sa suite qui pouvait être donc des membres composés de plein de clans. Et là, ils étaient obligés de collaborer ensemble, hein, c'était, on va dire, une sorte de devoir. Voilà, et ça permettait, on va dire, de gérer cette chose. Et c'est cette modalité d'ailleurs qui est, on va dire, utilisée dans pas mal des campagnes en fait qui sont proposées parce que bah, c'est celle qui permet justement d'avoir un groupe stable. Voilà. Alors pour ce qui est du système de jeu, bah, c'est un système qu'on appelle donc le roll and keep. Donc on jette les dés et on garde un certain nombre. Le personnage, je vais vous montrer à travers évidemment mes personnages à moi, voilà, que donc sont définis par donc justement les fameux anneaux qui représentent donc les éléments. Donc là je vous montre mon personnage qui est donc mon fameux donc justement enquêteur Kitsuki. Donc voilà, un dragon qui était spécialiste en enquête, voilà, avec donc des techniques justement qui permettaient d'améliorer évidemment ses compétences d'enquêteur. Donc ils sont définis par les anneaux, donc feu, air, terre, eau et vide, évidemment. Le vide est un trait particulier, parce que c'est plus une réserve de points en fait, mais aussi un trait qui va être utilisé, on va dire, pour les actions ayant à faire, on va dire, à la concentration, au focus, à la méditation, etc., etc. Mais c'est donc aussi des points qui vont être dépensés pour pouvoir on va dire, s'exalter, et donc faire des actions plus héroïques, entre guillemets, en tout cas plus courageuses. De chaque anneau dépend deux traits. Donc pour le feu par exemple agité intelligence, pour l'air donc réflexe intuition, pour l'eau force perception, pour la terre donc volonté constitution, à savoir que évidemment la valeur de l'anneau est égale on va dire à la valeur la plus basse en fait entre les deux traits qui la composent. Voilà. Donc moi voilà j'ai un personnage avec donc 4 traits à 3 et un trait à 2. Bon, bah, c'est un personnage rang 2, hein, c'est normal. On commence déjà, on va dire, à avoir un petit peu de bouteille, hein. Donc oui, le personnage est défini en termes de niveaux qui sont donc des rangs, mais c'est des rangs d'école. On va faire ce qu'on appelle des rangs de on va acquérir en fait ce qu'on appelle des rangs de réputation, enfin des points de réputation à travers donc les anneaux justement et les compétences. Donc voilà, c'est ce qui va faire en quelque sorte notre renommée. Et par cette renommée, on va mériter en clair de pouvoir retourner dans son école pour apprendre en clair une nouvelle technique. Et donc ça, on peut apprendre des techniques évidemment jusqu'au rang 5. En tout cas, dans la première édition, c'était rang 5. On peut aller jusqu'à des rangs supérieurs, mais il n'y a pas de technique techniquement qui existe après le rang 5. Bon, il y a des règles qui disaient qu'on pouvait techniquement changer d'école et apprendre de nouvelles techniques dans d'autres écoles, mélanger les écoles, etc. Donc ça, c'est des avantages évidemment. Très sincèrement, c'est, on va dire, là on voit déjà les limites du système de jeu, hein, faut faire gaffe à ce genre de choses. Voilà, on a donc des cases de blessures qui sont donc dues à notre rang de terre, donc on multiplie notre rang de terre en fait à chaque fois, et ça nous donne en fait des cases de blessures en fonction du nombre
comment dire, de points de dégâts qu'on va accumuler. On va atteindre certains seuils et avoir un certain nombre évidemment de malus, comment dire, au dé à jeter et à garder. Donc pour le jet de dés, tout simplement, on associe donc le trait ou l'anneau, ça dépend dans certaines circonstances. Par exemple pour le vide, hein, justement. Par exemple pour justement récupérer ses points de vide, on va faire un jet du trait justement, enfin de l'anneau de vide plus méditation. Donc on jette autant de dés que la somme donc de l'attribut ou anneau plus la compétence, et on va garder autant que l'anneau. À savoir que les 10 sont explosifs, donc on les relance. Et tant qu'on va dire on fait 10, on peut lancer, et le but évidemment est de battre une difficulté qui va de 5 jusqu'à on va dire 40, ça pouvait arriver jusqu'à... Souvent quand même on va rarement à des difficultés au-delà de 30. Mais bon, ça dépend on va dire des éditions, je crois que dans les éditions 3 et 4, au niveau du barème de difficulté ça explose un petit peu. Donc à cela on ajoute un système extrêmement important d'augmentation, où donc là on va faire un pari, on va dire ouais, je vais en fait demander des augmentations, ou certaines techniques vont me donner des techniques d'école des augmentations gratuites. Donc on va imaginer que concrètement on a battu la difficulté par palier de 5. Donc plus évidemment on se donne de paliers supplémentaires, et on est limité évidemment à ce niveau des augmentations par justement notre vide, c'est là que c'est important. Du coup, on a en clair une qualité de réussite meilleure, et ça nous donne en fait pour par exemple les dégâts des supplémentaires à acheter, ou des effets particuliers, genre on va pouvoir désarmer, décapiter, trancher un membre, etc., en combat, ou faire d'autres choses. Bref, ce système d'augmentation, c'est, on va dire, un peu la base. C'est on prend un pari de battre une difficulté plus élevée pour justement, on va dire, avoir un meilleur résultat. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur dans le système, en tout cas. L'esprit, comment dire, est resté comme ça à peu près jusqu'à la 4e édition, si mes souvenirs sont bons. Dans la 5e, on va dire, c'est plus du tout... comme c'est un système un peu particulier, il n'y a plus cet esprit. Mais cet esprit, normalement, a été gardé jusque dans la 4e édition. Voilà. On a également aussi, pour définir notre personnage, un rang de gloire, un rang d'honneur. Donc gloire, évidemment, on va dire faire on va dire des exploits guerriers qui vont nous donner évidemment des points de gloire. Donc on va être reconnu pour notre gloire. Donc on a un rang et des points. Une fois qu'on a accumulé 10 points, normalement on obtient un rang. On peut baisser aussi si on fait évidemment des actes infamants. Et l'honneur, alors là c'est le plus, on va dire, chaud à gérer, dans la mesure où c'est l'honneur en fait perçu qui est représenté par ce... Voilà, c'est qu'est-ce qu'on perçoit de nous. Est-ce qu'on est une personne honorable? À savoir que on reprend, on va dire, cette chose qui est assez... présente dans la société japonaise, c'est la face en fait. C'est qu'est-ce que nous on renvoie. Et ça c'est très important de le savoir, parce que par exemple les scorpions, eux, ont plusieurs rangs d'honneur. Ils ont le rang d'honneur perçu, le rang d'honneur également envers leur clan, voilà, et un peu un rang d'honneur d'une certaine manière personnel. Donc c'est assez dur à gérer. À savoir que pour la plupart des autres, c'est un rang d'honneur perçu par le monde, par leur clan, par les autres. Voilà. Et eux, tant que, on va dire, vous pouvez faire des choses et considérer que ça nuit, comment dire, à votre honneur personnel, et donc dans ce cas-là, ça va baisser. Mais si, d'une certaine manière, aux yeux des autres, vous restez, on va dire, infaillible, en tout cas, et sans souillure, d'une certaine manière, parce que, mais attention, la souillure, d'ailleurs, c'est une chose particulière, parce qu'on peut en plus être corrompu donc par la souillure de l'autre monde, où donc là concrètement on va dire oui voilà, souillé, et donc on est atteint, on va dire, par une certaine maladie qui est due, on va dire, aux émanations maléfiques en fait de l'outre-monde, qui va en fait porter sur nous. Donc là ça nous fait pas perdre de l'honneur, du moins pas directement, mais c'est un rang qui va vous permettre en fait d'une certaine manière, c'est un peu comme des points du côté obscur à Star Wars, de à la fois, on va dire, changer physiquement, et donc aller montrer cette corruption, on va dire, interne aussi bien que externe, et également aussi prétendre à gagner des capacités évidemment spéciales qui sont dues à notre allégeance envers le mal et envers Fuleg. Ça c'est autre chose. Et donc en pratiquant en particulier un certain type de magie, quoi, la magie du sang par exemple, voilà,
ce genre de choses. Évidemment, il y a toujours le pendant maléfique, voilà, pour nous montrer qu'il y a une voie, on va dire, vers les choses vertueuses et une voie vers les choses, on va dire, plutôt maléfiques. Donc le randonneur a un des points, on va dire, assez délicat en tout cas à traiter dans L5R. Du moins, moi j'ai toujours eu un problème parce que voilà, est-ce que c'est ce que les autres perçoivent, est-ce que c'est ce que toi en tant qu'individu tu ressens, et donc tu vas faire une mauvaise action, tu vas considérer, comment dire, que ton honneur a été bafoué. On peut évidemment se racheter, hein, ça fait partie du jeu, d'essayer de racheter son honneur, mais voilà, donc c'est un des points délicats. La gloire, c'est moins difficile. Voilà, on a fait des actes glorieux ou des actes pas du tout, on va dire, des actes répréhensibles. Bon, ça va plutôt d'ailleurs faire des points, perdre des points d'honneur aussi, hein, d'ailleurs. À voir, voilà. Donc, en tout cas, les systèmes existaient, on les a utilisés. Bon, concrètement, il avait ses limites, mais on en avait quand même. On arrivait en fait à gérer malgré tout au mieux en termes de jeu ces différents aspects qui sont, on va dire, extrêmement importants, en tout cas pour jouer dans un jeu où on est censé jouer des samouraïs, où on est censé jouer donc, puisque tous sont samouraïs, hein, que ce soit, je vous disais, le Shugenja ou le Bushi, sont tous des samouraïs. Les seuls qui à ne pas être samouraïs, justement, ce sont les moines qui, eux, ont été peut-être d'anciens samouraïs, mais qui ont renoncé à être samouraïs pour justement obtenir un statut particulier. Voilà. Donc, bah, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est de vous présenter globalement, voilà, en une demi-heure, l'univers, le système de jeu. Donc maintenant, je vais passer à la gamme, et ça, c'est le plus important parce que c'est une gamme exceptionnelle, pléthorique, qui a bénéficié en tout cas d'une traduction française extrêmement bonne, mais vraiment bonne, hein. Quand je dis, voilà, moi c'est une des seules gammes où j'ai vraiment apprécié de les acheter en français pour ce qui est de la première édition. Bon, après, la deuxième ça allait encore, mais bon, la deuxième, elle avait des défauts qui étaient autres que ceux, évidemment, inhérents, comment dire, à l'univers en lui-même. C'était plus au niveau du système de jeu où les modifications, bah, tout le monde n'y a pas adhéré d'ailleurs, du coup, hein, ça s'est vu, hein, puisque la deuxième édition a été un gros échec d'une certaine manière. Il y en a qui y ont joué, moi je l'ai vraiment presque pas testé, si peut-être en tant que joueur, et franchement, voilà, je suis resté sur ma première édition. J'ai testé la troisième édition quand elle est sortie. J'ai vu à quel point il y avait du mieux, mais il y avait aussi des choses qui étaient complètement, on va dire, n'importe quoi. Donc je suis revenu à ma première édition, mais avec quelques modifications de la troisième que je trouvais, on va dire, intéressantes. La quatrième, bah voilà, c'était dans la ligne, on va dire, dans l'évolution normale de la troisième édition. Mais celle-là, je ne l'ai que même quasiment pas du tout testé à l'époque, parce que voilà, j'étais déjà, comme je le disais, passé à autre chose. Et la cinquième édition, pareil, je n'ai fait que la lire. Voilà. Donc au moins que ce soit clair au niveau de mon objectivité relative, subjectivité assumée, en tout cas, on en est là. Donc, dans la gamme, donc sorti en 98, donc le livre des 5 anneaux, donc le livret de base, livre de base de 260 pages à peu près, qui vous proposait donc le système de jeu, évidemment, donc avec le système de création de personnages. Voilà, on était dans une ambiance noir et blanc comme ça, avec des illustrations que moi je trouvais plutôt sympathiques. C'était vraiment réussi, hein, pour l'époque. C'était sobre, mais c'était bien. Donc on commençait déjà par vous présenter les concepts de l'univers. On avait également donc un lexique, hein, évidemment, qui commençait le jeu. Donc voilà, les termes courants évidemment japonais qui étaient très présents dans la description dans l'univers, évidemment, hein. On essayait d'être le plus vraisemblable possible, d'être, on va dire, beaucoup quand même comment ça s'appelle, dans la simulation, on va dire, d'un univers japonais féodal crédible. Donc après, qu'on a défini, on va dire, vraiment les bases de l'univers, le système de création de personnages, où donc là, bah, purement et simplement, on va choisir en fait des grands archétypes, donc des archétypes de clans, où donc on commence avec des rangs à deux. On va choisir donc sa famille d'origine. Donc là, je vais vous le prendre par exemple pour le crabe, où on avait donc ces doubles pages là qui étaient très très bien faites,
qui proposait justement de créer son personnage rapidement. Donc on personnalisait en fait à partir donc de 2 dans tous les anneaux. Et on avait donc un de base en gloire et donc un certain rang d'honneur, fonction évidemment de. Normalement c'était comment dire, en fonction de l'école que l'on choisissait. Donc on choisissait sa famille qui nous donnait donc un bonus dans un des traits. On choisissait également donc son école, donc il y en avait deux qui étaient proposés dans le livre de base, une école de Bushi, une école de Shugenja. Il y avait des compétences qui nous étaient données, donc elles étaient commencées à 1, et après on avait des points supplémentaires en fait pour personnaliser le personnage, ce qui était plutôt pas mal. Et donc pour le Shugenja évidemment on avait un choix d'anneaux primaires en fonction de notre école qui nous donnait évidemment les sorts que l'on pouvait choisir dans l'anneau primaire de notre école et dans les anneaux secondaires, et on ne pouvait pas choisir de sorts dans les anneaux opposés évidemment de manière élémentaire. Donc ça c'était assez classique. On avait également un équipement de départ. Et Vogue la galère, on commençait comme cela. Voilà, c'était plutôt, on va dire, simple d'emploi. Je trouve qu'en tout cas, la création de personnages était vraiment simple. Bon, on avait aussi un choix d'avantages, désavantages, évidemment. Donc ça, fallait aller dans une liste et ça nous donnait certaines capacités. Donc voilà, on avait la liste des compétences que l'on pouvait choisir et des avantages, désavantages. En plus de celles que... Voilà, il y avait certaines compétences qui étaient évidemment pas accessible en fonction du clan dont on faisait partie, de l'école ou de l'éthique en quelque sorte. Il y avait des compétences dites valorisantes, donc, parce que c'était des compétences artistiques ou des compétences qui faisaient bien en société, et des compétences dévalorisantes qui, elles, évidemment, si vous les utilisiez, certaines, vous pouviez carrément perdre des points d'honneur, comme par exemple contrefaçon, discrétion. Si on vous prenait à faire preuve de discrétion, c'était pas bien. Poison, évidemment. Séduction, parce que voilà, c'est on va dire l'apanage des geishas, enfin des geishas, des prostituées de bas étage. Voilà, torture évidemment, bon ça peut paraître assez évident, et jeu évidemment, parce que le jeu, le samouraï n'a pas le droit de s'adonner évidemment à ce genre de pratique, c'est évident. Donc après, on avait la description du système de combat, si je ne m'abuse, ouais voilà, avec un système extrêmement intéressant qui est la table de bataille, donc on pouvait faire des batailles rangées où on choisissait en fait sa position, vraiment on va dire à l'arrière-garde, soutien jusqu'à la première ligne et donc engagé première ligne, voilà. Et en fonction de cette position, on faisait un jet de dés, c'était un jet de dés 10 plus un certain rang, donc c'était le rang de Do plus art de la guerre, voilà. Et ça nous donnait en fait un résultat où donc on avait soit on prenait des dégâts, soit on pouvait avoir une opportunité de duel ou de faire une action particulière. C'était un système extrêmement sympathique et très très bon. Donc après on nous explique comment perdre des points de gloire et perdre des points d'honneur. On a l'équipement, donc avec les dessins, comment dire, des différentes armes qui étaient plutôt bien vues. Au moins on savait à quoi ressemblait chaque chose. Voilà. Ensuite, la magie, donc on nous décrivait comment fonctionnait la magie, donc voilà, les capacités de base qui étaient donc de communiquer avec les esprits, d'invoquer les esprits élémentaires, comment on va dire également voir avec donc les esprits corrompus, donc voilà, et les Mao Tsukai, donc ceux qui pratiquent la magie maléfique, la magie du sang. Les différents sorts, donc on avait la description des sorts de manière classique, avec une difficulté de base, la possibilité évidemment de prendre des augmentations pour en augmenter les effets, etc. etc. Donc ça c'est selon le système de base. La description évidemment aussi des figures emblématiques avec justement les illustrations des personnages dans les cartes. Voilà, avec en particulier notre très cher Bayushi Kashiko que j'adore, que je vénère. Voilà. Donc la description des objets magiques divers et variés, les ninjas qui n'existent pas, comment ça se fait qu'ils sont là, les créatures aussi, on avait un petit bestiaire avec les créatures donc spécifiques, donc les fameux yokai, donc les fantômes, les gaki, les omra, les nezumi, donc qui sont les seuls à vivre dans l'outre-monde, à résister à la souillure justement, et à pouvoir, on va dire, combattre l'outre-monde de manière, on va dire, courageuse, et de résister à l'outre-monde. Et ils sont d'ailleurs plus ou moins alliés à certains membres, certaines familles du clan du crabe dans leur lutte.
les Kenku, les Kappa, les Pennagolan, voilà, donc on a vraiment toute la description de la cérémonie du thé qui est très importante dans le jeu puisqu'elle permet évidemment aussi de récupérer des points de vide, mais là en groupe. Voilà, les différentes pratiques également sociales, et on a un scénario qui nous est donc la cérémonie du samouraï justement, où donc là on proposait purement et simplement au personnage, donc ça c'était la situation de base, le scénario que l'on a tous joué, de jouer en fait le championnat de Topaz qui nous permettait donc de désigner un champion de manière un petit peu, on va dire, traditionnelle, parmi les jeunes samouraïs qui étaient sortis, on va dire, tout neufs, tout beaux de leur école. Voilà. Et donc on faisait un tournoi, ça permettait de servir de tutoriel pour ce qui est de l'univers, mais aussi pour le système de jeu, en pratiquant évidemment en faisant ce tournoi. Et donc on avait des plans également qui nous étaient proposés, donc des plans typiques, et la géographie, donc comme je vous disais, tous les points importants de la carte qui étaient donc à la fin de l'ouvrage, dans le troisième, quatrième de couverture. Ici donc, il vous était donc proposé ici en détaillé. Voilà. Donc ça c'était un excellent livre de base. Si vous pouvez le retrouver en bon état, que ce soit en VO ou en VF, plutôt d'ailleurs là je vous conseillerais la VF qui est vraiment de très très bonne qualité. Eh ben n'hésitez pas. C'était plutôt de la bonne cam, comme dirait l'autre. Excellente traduction, franchement, je ne le dirai jamais assez. Franchement, le travail de traduction qu'ils avaient fait, donc là, c'était à l'époque, c'était Cyrose Asmodée, qui avait fait une excellente traduction de cette gamme, qui l'avait même enrichi, on va le voir. Donc là, on avait l'écran, voilà, un écran évidemment avec plein de personnages très très connus, de PNJ. Donc voilà, il y avait Doji Oturi par exemple. Justement, il y avait donc aussi la championne aussi du clan du lion. Il y avait donc également Togashi. Voilà, j'ai dit Togashi tout court parce que vous me comprenez évidemment. Les tableaux de l'autre côté, voilà, nécessaires. Donc il y avait, pour vraiment mener L5R, il n'y avait pas besoin de beaucoup de tableaux. Ce qui était sur l'écran, c'était très largement suffisant. Le système est tellement facile d'emploi, en tout cas, que ça en était très très facile. On avait également un livret à l'intérieur, et donc le livret à l'intérieur était très intéressant parce qu'il proposait un excellent scénario que nous avons joué aussi. Donc des règles sur le karma, il y avait quelques petites choses supplémentaires, et surtout les clarifications sur la magie noire aussi, sur la Mao. Mais c'était pas ça qui était le plus intéressant, c'était la description du clan du lièvre, et un excellent scénario justement, tournant autour de ce clan du lièvre, avec à la fin un parchemin codé qui vous permettait évidemment de... Parce que le scénario avait une suite, donc si on décodait le parchemin, déjà c'était un jeu dans le jeu, et aussi un concours, où on pouvait envoyer, on va dire, le code du parchemin, qui nous révélait des choses terribles sur, on va dire, un groupe dont je parlerai peut-être si je vais être obligé, pour parler, on va dire, d'un des suppléments de la gamme qui justement révélait l'existence de ce terrible groupe secret qui manipule, qui conspire dans l'ombre, voilà, et qui, on va dire, essaye de précipiter la chute de l'Empire et de la caste des samouraïs et des bouquets. Donc les bouquets, c'est les, on va dire, les nobles de la famille impériale. Les bouquets, pardon, non, c'est les kuge. Excusez-moi. Donc justement, les samouraïs, eux, c'est les bouquets, et les kuge ou kuge, il y en a qui disaient kuge, mais on doit dire kuge normalement, qui eux donc sont les membres de la famille impériale, qui sont un peu, c'est la très haute noblesse en fait au sein de l'Empire. Alors, après, la gamme nous avait évidemment proposé bon nombre de livres de clans, donc il y en a eu 11 tout de même. Voilà, mais tous sur le même modèle, donc je vais passer assez rapidement. Donc le livre du clan du dragon, donc il y en a eu deux versions. Il y a eu une version, on va dire, qui était vraiment la traduction littérale, si je puis dire, du livre, on va dire, en V1. Et il y en a eu une version augmentée, donc c'est celle dont je vous parle, donc l'édition révisée, où il y avait donc un scénario supplémentaire. Et ça va être après on va dire,
l'habitude, si je puis dire, le format classique, où donc dans, on va dire, la version française, ils vont rajouter du matériel, et en particulier un scénario original écrit pour la version française. Voilà, donc la Voix du Dragon, donc on vous décrit dans chaque, donc l'histoire du clan, les familles, de manière plus détaillée, des avantages, des avantages spécifiques, des compétences spécifiques. Donc là en particulier on a les tatouages, donc des moines tatoués dragons qui sont quand même des samouraïs. C'est donc les fameux tatouages vivants ou du moins qui ont des pouvoirs et qui sont extrêmement puissants. La description évidemment des grandes figures de la famille. Donc là par exemple Togashi Mitsu, etc., etc. Donc Togashi, voilà, vous savez de quoi je parle. Ensuite, évidemment, des archétypes de personnages plutôt intéressants, hein, d'ailleurs, à chaque fois. Il y avait des archétypes prêts à jouer qui étaient plutôt intéressants. Il y en a quelques-uns quand même qui étaient très déséquilibrés ou très cheatés. Des sorts supplémentaires donc pour la famille Agasha, des idées d'aventure par la description évidemment de ce qu'il y avait sur les territoires du clan du dragon, une fiche de référence, et donc comme je disais, à la fin, dans la version augmentée, un scénario, la cité des morts. Voilà. Donc on avait la même chose après pour le clan de la licorne, donc de la même manière, hein, avec donc un scénario, et ils avaient rajouté une chose qui n'existait pas dans la version d'origine, c'était donc le magistrat justement licorne, qui était vraiment une profession, une phase, on va dire, enfin une classe de personnages supplémentaires qui n'existait pas dans dans les pages en tout cas du livre en VO. Voilà, donc on avait comment dire, créer un personnage magistrat. Voilà, il y avait ça qui était donc en plus donc du scénario qui suivait, qui mettait justement donc le dernier voyage, qui mettait en scène justement cette nouvelle classe de personnages. Donc il y avait des règles aussi sur la bataille, sur la cavalerie, donc toujours des archétypes, des descriptions des PNJ, voilà, donc avec tous les personnages les plus importants, donc Shinjo Yokatsu par exemple, etc. etc. Bref, donc qui était le daimyo évidemment du clan, hein, et la description donc de toutes les familles, leurs avantages, désavantages, les sorts donc des Shugenja Yushi. Bref, il y avait tout. La voie donc du crabe, à savoir que évidemment les clan books, enfin les livres de clans s'améliorent, plus on va dire, loin dans la gamme, ils sont vraiment de mieux en mieux. Donc là déjà on arrive avec un livre du clan du crabe qui est vraiment, on va dire, super intéressant, qui donne vraiment corps, et qui casse. Le but c'était évidemment de casser les archétypes, hein, à chaque fois, et là ils y réussissent plutôt bien. Donc description de toutes les familles, des terres du clan du crabe, les avantages, désavantages, les sorts spécifiques en particulier, donc des Shugenja de la famille Kuni, qui sont donc des grands combattants évidemment de l'outre-monde, voilà, avec la classe évidemment des nouvelles professions, nouvelles écoles. Il y en a dans chaque. Et là, il y a par exemple l'inquisiteur en particulier, donc voilà, qui va chercher les gens souillés pour évidemment les brûler, voilà, faire des tombeaux de jade sur leur tête, voilà, parce qu'ils avaient donc des sorts évidemment à base de jade, hein, puisqu'il n'y a que le jade techniquement qui peut combattre la souillure. Donc on portait, si vous vous souvenez, pour ceux qui y jouaient, des pendentifs en jade, et il fallait que ce soit du vrai jade parce que sinon on risquait donc la souillure quand on allait en mission dans l'outre-monde. Et donc les sorts à base de jade évidemment étaient très très prisés pour justement combattre cette souillure ou pour combattre les ennemis. Évidemment, mon clan de book préféré, voilà, c'est celui-là, La Voix du Dragon, où donc là on a description de toutes les terres, de l'esprit du dragon, voilà, tout est vraiment dedans. Voilà, les caracs de Bayushi Kashiko, on les voulait, on les a. On voit qu'elle est vraiment trop cheatée. On était content. Donc pareil, donc des nouvelles écoles, voilà, la famille Yogo, l'école de courtisans Bayushi. Bon, il y a l'école aussi de ninja, il y a un ninja Bayushi qui doit traîner quelque part, mais bon, ça n'existe pas. L'école de comédiens aussi, Shoshoro, sont donc des comédiens un peu ninja sur les bords, mais faut pas le dire, etc., etc. Donc, comme d'habitude, on casse un peu à la fois le mythe, mais on casse un peu aussi l'archétype. Voilà, le ninjutsu qui est décrit avec comment jouer un ninja si vraiment vous avez envie. C'était vraiment pas conseillé, hein. Ça cassait un petit peu. Voilà.
un système aussi, donc voilà, ils avaient le système de vent et fortune qu'ils expliquaient, qui était un petit jeu dans le jeu. Vent et fortune, donc le jeu de dés justement dans l'univers de Rokugan. Donc ils nous proposaient, comment dire, évidemment, de mettre en place ce petit jeu. Parce qu'ils jouent beaucoup en fait à certains jeux, puisque les scorpions évidemment, ils adorent les maisons de geisha, les tripots, etc. Donc évidemment, il fallait savoir quels étaient les jeux qui étaient pratiqués. Et donc c'était justement ce fameux jeu de dés, Vent et Fortune. Avec aussi un scénario à la fin, donc un scénario, on va dire, spécifique à l'édition française, qui est L'Enfant des Ténèbres. À chaque fois, les scénarios étaient vraiment très intéressants. J'avais oublié d'ailleurs, pour le clan du crabe, le scénario en question, lui, se nommait... pour le clan du crabe, ça s'appelait donc... j'arrive pas à le retrouver, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Hein, entre le ciel et l'enfer. Voilà. Donc on poursuit. Le livre du clan de la grue, pareil, un excellent supplément pour montrer à quel point, on va dire, voilà, la société Rokugani est extrêmement civilisée, à jouer, on va dire, des archétypes extrêmement intéressants. Donc ça va être des archétypes évidemment d'artistes, puisque voilà, ils ont beaucoup d'artistes, donc ça peut être aussi bien les artistes forgerons, qui sont donc en mesure de fabriquer justement des objets magiques, qui sont très réputés, hein, les grues, justement pour façonner des objets magiques, tout comme d'ailleurs dans le crabe, la famille Caillou, voilà, la famille des artisans Kakita sont extrêmement prisés eux aussi, à la fois déjà pour leur école d'art du duel, mais les Kakita ont également énormément d'autres écoles d'artisans, que sont donc artisans aussi bien dire comédiens, origami, voilà, ikebana, donc ils font des jolis bouquets de fleurs, qui sont des œuvres d'art. Voilà, les asaina, eux, donc font de la magie et également là où les kakita sont artisans, peuvent être artisans dans la forge. Comment dire, les asaina, eux, vont faire de l'artisanat, on va dire, d'objets magiques, donc ce qu'on appelle des nemuranai. Etc., etc. Donc on a énormément de choses. Moi je sais que j'avais fait un artiste origami, c'est super intéressant à jouer. Pour le style, hein. Voilà, il y a le bouffon aussi, hein, donc c'est le comédien, voilà, il y a pas mal de... ou le comédien No, le conteur, il y a le garde du corps d'Eidoji est évidemment très très classique, il y a le danseur, le musicien, donc Ikebana, je vous en ai parlé, l'artiste origami, le peintre également qui peut faire des tableaux vivants. J'ai fait une campagne, comment dire, sur cette thématique. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais vous la mettre en, on va dire, accessible sur le Discord, hein. C'est un scénario que j'avais écrit pour un concours de scénario justement de la voix de Rokugan, dont je parle assez souvent, celui justement où Akae a eu la première et la deuxième place, et où moi j'ai terminé troisième, où je m'en ai toujours voulu. C'est pas possible. Le poète, évidemment, etc. etc. Voilà, donc un excellent, vraiment excellent, comment dire, clan book, avec un scénario, donc le masque de la vengeance, etc. Voilà, donc ça, pareil, excellent clan book sur un clan, on va dire, excellent que je vous conseille de jouer. Alors là, on baisse un petit peu au niveau de la forme, c'est dommage parce que voilà, le clan du lion, bah, on était tellement arrivé à quelque chose d'extraordinaire avec ne serait-ce que le clan du scorpion et le clan de la grue juste avant. Le clan du lion est un peu plus fade, bon, il est intéressant quand même, surtout pour, on va dire, comment dire, l'école de Shugenja des ancêtres, donc, donc de la famille Kitsu, qui est vraiment très très intéressant, voilà, de pouvoir consulter justement les ancêtres, pour parler aux ancêtres. C'est un type de Shugenja qui est vraiment sympathique. On a donc tout le clan du lion, la description de leur terre évidemment, avantages, désavantages, les écoles supplémentaires, mais également donc voilà, tout l'aspect guerrier évidemment de l'Empire, qui est à travers cela, à travers la tactique, et un scénario donc aux côtés de mes frères morts, c'est comme ça qu'ils s'appellent, pareil, de création française. Et on a également un petit supplément qui est la description du clan de la guêpe, voilà, de la famille donc Hashi Nagabashi. Il faut le dire, il faut savoir le dire parce que c'est un peu difficile. Donc voilà, le clan de la guêpe qui sont des chasseurs de primes. Il est très intéressante aussi, qui a été, voilà, on va savoir que le clan de la guêpe après va rejoindre dans les éditions, puisque l'univers va évoluer, il y a certains clans mineurs qui vont s'allier, donc va rejoindre le clan de la menthe juste après. Voilà, qui fait partie donc des anciens clans majeurs qui sont devenus clans mineurs à cause de la disgrâce.
mais j'y reviendrai, puisque je vais arriver au clan mineur bientôt. La voix du phénix, donc là on termine en beauté. Voilà, un supplément, donc là sur la magie, c'est voilà, vous avez un grimoire qui est vraiment extrêmement bien fourni, des nouvelles techniques d'école, donc on a en particulier voilà, les ouais, c'est Tensei de chaque élément qui sont vraiment voilà on a l'académie donc des Henshin de la famille Asako, donc là pour être vraiment des maîtres du savoir, hein. Voilà, j'ai vu ce que ça donnait en jeu, c'était n'importe quoi, hein, en termes de voilà, ils savent tout en fait, ils ont tellement de bonus. Voilà, l'école donc du vide des Ishiken de la famille Izawa, l'école donc des Tensei également. Donc on a toutes ces écoles de magie qui vous sont vraiment bien développées, tous les secrets vraiment pas mal, pas on va dire bon du tout de la famille, enfin du clan du Phénix. En particulier le fait que évidemment Fuleng avait été vaincu en étant son âme emprisonnée, on va dire, donc, dans ce qu'on appelle les parchemins noirs. Et normalement, c'est les phénix, évidemment, qui ont gardé les parchemins noirs. Bon, évidemment, vous dites que voilà, des parchemins noirs, on en retrouve partout, un petit peu partout, perdus, volés, etc. Et donc, il s'est passé quand même plein de choses, hein. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. Je n'en dis pas trop si vous voulez comment dire, développer vous-même cet aspect de la chose. Mais sachez que rien qu'avec les idées qui sont dans le clan du Phénix, on peut faire des campagnes pendant des années aussi. Alors le livre des clans mineurs qui vous propose en fait tout simplement de vous décrire les clans mineurs, comme leur nom l'indique. À savoir que donc dedans on a donc le premier d'entre eux le plus important, le clan de la menthe, qui est donc le clan des mineurs, donc la famille Gusai qui va redevenir après donc la famille donc c'est Yoritomo. Euh, et donc ils ont perdu leur nom, hein, justement puisqu'ils ont été mis en disgrâce par l'empereur qui pour traîtrise il y a très longtemps. Ça reste quand même un clan de marins extrêmement efficace, avec donc des techniques évidemment basées sur le combat naval, le combat maritime, le combat sur un bateau. Donc c'est un clan évidemment qu'on juge être comment pourrait-on dire, des pirates un peu, des marchands un jour, pirates l'autre jour. C'est un peu ça, des roublards, des marchands pas très fiables. Parce que voilà, les seuls à avoir droit de faire du commerce de manière, on va dire, honnête et droite, évidemment, c'est le clan de la grue, à travers donc une des familles qu'ils ont, donc la famille Yasuki, qu'ils ont intégrée, qui faisait avant partie du clan du crabe. Enfin bon, bref, voilà, je passe et j'en passe et des meilleurs. Et on nous décrit sinon le clan du renard, qui est très intéressant dans sa forêt magique et tout, avec les légendes des kitsune, c'est super sympa. Le clan de la libellule, donc qui est lié au clan du dragon. Le clan du moineau, le clan du blaireau, alors que dit comme ça n'a pas l'air enchanteur, mais pourtant c'est pas mal. Le clan du mille pattes, qui est très intéressant. Un clan uniquement de femmes. Shugenja qui est vraiment super sympa, vraiment. Le clan du faucon, le clan de la tortue, qui eux donc sont on va dire pareil aussi des marins, avec une technique spéciale au bouclier. Le clan du faucon qui eux sont des éclaireurs. Le clan de la guêpe, donc qui est décrit là plus en détail. Et les trois clans disparus, donc sont le clan du sanglier, du lièvre et du serpent. Voilà. Donc un supplément qui vous permet vraiment de faire un samouraï différent, mais qui va être un peu plus dur à intégrer, sauf certains évidemment, hein. Certains sont très faciles à intégrer de par leur nature, mais sinon il y en a certains, ils bougent pas trop de chez eux, hein, comme par exemple le clan du renard ou de la libellule, c'est pas trop des clans qui bougent. Donc ça va être un peu plus compliqué mais le supplément n'en reste pas moins très intéressant pour faire varier un peu les PNJ que vous pourrez présenter à vos personnages. Alors ensuite, la voix du loup. Donc là, on vous propose, c'est le livre complet en fait sur comment jouer un Ronin, quoi. Et donc avec plusieurs familles mineures de Ronin, hein, qui existent, hein, voilà, avec des familles extrêmement intéressantes à jouer, avec donc des nouvelles, puisque oui, c'est vrai que j'avais oublié ce petit aspect, mais il y avait donc dans chaque clan également des tables de passé glorieux et moins glorieux, sur lesquelles vous pouviez faire des tirages au moment de votre création, et donc ça on ne pouvait le faire que évidemment avec le livre de clan, hein. Il y avait une table généraliste dans le livre de base pour on va dire déterminer son passé, mais il y avait des tables donc qui étaient spécifiques à chaque clan dans chaque livre de clan. Et là il y avait donc des tables spécifiques justement pour les Ronins dans le livre sur les Ronins. Donc là vraiment comment faire toute une campagne basée justement sur les Ronins, et c'est plutôt pas mal. Et donc comme en plus le background avait évolué, il parlait évidemment des Ronins suite on va dire à la déchéance de Toturi, de Akodo Toturi,
suite, on va dire, aux événements qui ont eu lieu dans la campagne. Plus donc un scénario. Le scénario en question, donc on nous décrit des villages de Ronin, justement. Euh, la vallée des papillons, voilà. Il y avait un scénario en plus. Donc voilà, ça c'est si vous voulez jouer une campagne Ronin, le supplément est tout de même très intéressant. La voix de Shinsei, que voici. Voilà, Shinsei. Donc là, techniquement, c'est la voix du Tao, donc c'est pour jouer des moines. Donc avec toutes les écoles, entre guillemets, tous les monastères et philosophies de moines, en fonction évidemment de chaque élément, la description de tous les Kyo qui pètent les genoux, qui sont vraiment, ils peuvent vraiment déstabiliser, comme je vous disais, le jeu, hein, surtout les Kyo du vide. C'est horrible à quel point c'est balèze. Et même voilà, le moine du vide, c'est la fête. Franchement, moine du vide, c'est le casse-campagne, on va dire, clé en main. Voilà, donc ça c'est si vous voulez vraiment jouer cet aspect, c'est pas du tout, on va dire, obligatoire, mais c'est extrêmement intéressant de l'intégrer malgré tout pour, on va dire, avoir une vision on va dire, plus précise, plus vraisemblable du monde religieux justement dans Rokugan. Alors ils avaient fait donc un supplément sur la voie des Nagas, puisque donc dans la chronologie, ce peuple, on va dire, qui était donc endormi dans la forêt de Shinomen, se réveillait suite aux événements, on va dire, déclenchés par, je vais vous en parler dans un instant. Et ça, c'était optionnel, hein, complètement. On pouvait les jouer même en PJ, alors je vous conseille pas du tout. C'est vraiment, voilà, c'est pour jouer des aliens au milieu, comment dire, de samouraïs. Ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Mais bon, le supplément était quand même très intéressant, très bien fait. Il y avait d'ailleurs des scénars qui étaient proposés justement pour interagir justement avec les Nagas. Donc le scénario nul bête aussi féroce. Voilà. C'était très bien fait, hein, mais le seul problème c'est que c'est très très difficilement intégrable dans sa campagne, surtout si on n'a pas suivi la chronologie. Alors après, dans les suppléments, il y avait donc alors que je vais mélanger un petit peu au niveau des suppléments entre on va dire la deuxième et je crois, j'ai l'impression, la deuxième et la troisième édition. Mais, enfin, non, la première et la deuxième édition, par contre. Alors, un supplément que j'adore, La Voix de l'Ombre, qui est vraiment un supplément extraordinaire sur un antagoniste que vous pouvez, on va dire, mettre en scène. Donc, c'est l'antagoniste de l'ombre, évidemment, qui est lié évidemment à la véritable histoire en fait justement des ninjas qui est vraiment magnifique, qui est superbe, je dirais même, qui est génial. Voilà, et en plus ça se lit vraiment comme un rapport d'enquête avec donc tout pour jouer, on va dire, ces familles déchues qui ont été corrompues par cette entité donc de l'ombre, voilà, des scénarios évidemment en perspective qu'on peut, on va dire, dresser à travers tous les documents qui nous sont donnés. Évidemment, pas jouable en PJ, hein, mais toutes les données pour pouvoir vraiment les incarner en tant que PNJ. J'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le lire, mais la lecture est vraiment géniale et super intéressante et très, en tout cas, inspirante. De la même manière, ça à n'intégrer que si vraiment vous pensez les reins solides et que vous voulez vraiment donner une autre caractère, un autre caractère en tout cas à votre campagne ou à vos campagnes. Donc le guide des marchands de Rokugan qui en fait est un fake, hein. C'est pas un guide du tout sur les marchands, c'est un guide justement sur une organisation, on va dire qu'on appelle donc le Colat, qui conspire, on va dire, contre l'Empire, qui est une sorte de révolution, on va dire, de l'ombre populaire, qui est très intéressante, mais qui donne un aspect, on va dire, vraiment conspirationniste. C'est assez particulier. Donc ça, vous pouvez, je pense, vraiment y prendre beaucoup d'intérêt. Moi, je sais que je l'avais bien intégré à ma campagne, hein, mais il devenait complètement parano à force de voir des cocos partout, comme on disait. Ce qui est à peu près ça, hein, d'ailleurs. Ensuite, la série, on va dire, extrêmement intéressante, donc des palais d'hiver. Donc là, en fait, on avait, à l'occasion en fait, de chaque hiver qui passait dans l'Empire, une sorte de mise à jour en fait, de ce qui s'était passé dans l'univers de jeu. Plus évidemment des nouvelles règles, des nouvelles opportunités de jeu et de quoi jouer en fait cette cour d'hiver qui est un moment extrêmement important. Donc là le palais d'hiver de Akyunden Sepun, voilà, donc là dans la demeure on va dire de
de la plus proche, on va dire, qui était donc, c'était sa fille, oh, je sais plus. Bref, qui était en tout cas une dame Sepoun, qui était donc une très très proche de la famille impériale, qui a sa propre famille d'ailleurs. Et je crois que c'était sa fille, hein, si mes souvenirs sont bons. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était sa fille. Pourquoi je réfléchis en fait. Et donc, mais ça recommence à remonter à loin, hein. Là, il faudrait que je révise sur certains aspects. Donc, voilà, donc un cadre en tout cas de campagne, de cours, extrêmement intéressant. C'est, je pense, celui-ci est le plus intéressant. Ceux d'après sont moins intéressants. Donc il y a le palais d'hiver à Kyuden Kakita, pareil, donc pour toujours avoir une mise à jour en quelque sorte de ce qui se passe dans le monde, plutôt intéressante. Et il y a un palais d'hiver également aussi à Kyuden Asako, où là ça commence à craindre du boudin parce qu'en plus la chronologie évolue et c'est loin d'être intéressant, en tout cas loin d'être satisfaisant en tout point, parce que comme la chronologie évoluait aussi en fonction des tournois de jeux de cartes, et que donc réellement il faisait évoluer l'univers en fonction des résultats, on va dire des championnats de jeux de cartes, parfois ça donnait des choses complètement n'importe quoi, aberrantes, quoi. Donc c'était à vous de voir comment vous gériez la chose. Donc des suppléments qui étaient sortis pour la deuxième édition, mais j'en parle là maintenant, parce que malgré tout le matériel est quand même utilisable pour votre... ils étaient classés là en tout cas dans ma pile. Donc sur la voie de l'outre-monde, donc des informations évidemment sur tout ce qui concerne l'outre-monde, la magie du sang, les antagonistes de l'outre-monde. Donc ça c'est vraiment si vous voulez jouer une campagne outre-monde, souvent avec des membres du clan du crabe, ou on va dire une famille en particulier de la licorne. Et la voie Nezumi, où donc là vous pouvez jouer techniquement des Nezumi pareil qui vont combattre l'outre-monde. Donc les deux suppléments étaient. Voilà, mais là vous voyez, ils sont on va dire dans la présentation en fait justement de la deuxième édition. Un autre supplément par contre qui lui était quasi indispensable et qui était vraiment excellent pour la première édition, c'est donc les carnets de l'outre-monde qu'il a vraiment présenté, tout l'outre-monde, tous les enjeux en fait de l'outre-monde, et c'était vraiment génial. Il était tout en noir et blanc avec des parchemins, voilà, on avait vraiment comme une étude, comme des gens qui auraient vraiment fait on va dire une expédition, et qui auraient ramené, on va dire, leurs dessins, leurs écrits, etc. C'est vraiment très sympa. Donc on a les règles sur la soudure justement de manière un peu plus détaillée que dans le livre de base. Et voilà, c'était très inspirant, mais c'est vraiment spécifique si vous voulez jouer dans l'outre-monde. Son, on va dire, pendant direct, qui était vraiment très important aussi, donc qui allait avec, hein, si on voulait jouer complet outre-monde, si je puis dire, c'était donc les porteurs de jade, où donc là on avait toutes les règles spécifiques encore pour les Maotsukai, pour on va dire ceux qui voulaient donc combattre l'outre-monde, aussi bien que on va dire porter l'outre-monde en dehors de ses limites et corrompre l'univers. Voilà, avec plein de choses, comme on jouait également vraiment une campagne tournant autour de cette thématique. Et donc les carnets et les porteurs de jade étaient quasiment indispensables d'avoir les deux, hein, pour être complet et avoir toutes les idées et tout le matériel nécessaire en termes de règles et de description pour jouer dans l'outre-monde. Alors, l'ère du vide, c'était justement le supplément qui racontait toute cette période. Juste après donc ce qu'on appelle le coup d'état du Scorpion, qui va complètement renverser la stabilité de l'Empire et va mener vraiment à une guerre des clans, et donc mener donc à l'événement qui est l'ère du vide, où donc il va y avoir une ultime confrontation encore contre justement Fuleng qui est libéré. Parce que justement ces putains de parchemins noirs, tout le monde visiblement en avait un, et tout le monde l'a ouvert, et tout le monde a fait n'importe quoi avec. Ah là là. Donc là vous avez toute la chronologie en fait de comment ça s'est produit d'une certaine manière officiellement suite justement aux résultats des championnats de jeux de cartes, quand même. Et tout est décrit avec toutes les caractères des PNJ, etc. Donc là, pareil, je crois que ce supplément était aussi en deuxième édition. Mais bon, c'est pareil, on pouvait quand même utiliser les stats pour la première sans problème. Entre la première et la deuxième, le système de résolution change, mais on peut quand même s'en sortir.
avec quelques ajustements mineurs. Le manuel de survie du maître du jeu. Donc voilà, plein de conseils, de règles supplémentaires, de choses. Il n'est pas super utile. Moi, je sais que je l'ai jamais trop utilisé. Mais si vous voulez, comment dire, créer vos campagnes et avoir plein d'informations diverses et variées, il est utile quand même. Mais bon, c'est pas, on va dire, quelque chose d'extrêmement indispensable. La voie du renouveau, donc là c'était le supplément qui permettait de faire justement le passage de la première à la deuxième édition. Donc ils avaient fait un livret spécial pour justement cela. C'est les condensés en fait des règles de la deuxième édition pour pouvoir faire justement la transposition. Alors après on arrive au niveau des scénarios. La voie de l'honneur. Un scénario classique mais voilà qui est extrêmement intéressant à jouer. Que nous avons joué d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons, et qui est vraiment voilà, Meurtre au château, Kyoteil et le voile de l'honneur, justement. Voilà. Donc les deux, je crois qu'on a joué le voile de l'honneur. Et c'est le seul dont je me souviens, mais comme c'est les scénarios, je ne vous les dévoilerai pas, hein, comme d'habitude. Le Crépuscule de l'honneur, je ne crois pas l'avoir joué, ou si on l'a joué, en tout cas c'est un scénario ayant rapport avec l'Outre-Monde évidemment, et le clan du crabe qui était à peu près justement sorti à la même époque. Donc La nuit résonna de mille cris, donc celui-là il est très intéressant à jouer, parce qu'en plus c'est un préquel pour certains autres des suppléments qui vont arriver après. En particulier c'est la tombe de Yushban, si mes souvenirs sont bons, dont il est le préquel. Voilà, donc ça c'est si vous voulez vraiment jouer dans l'ambiance plutôt on va dire contre l'outre-monde, contre ce genre de choses, c'est plutôt intéressant. Le code du Bushido, donc un scénario classique aussi, mais quasiment indispensable, que vous pourrez donc jouer vraiment avec les règles de base, comme d'ailleurs le voile de l'honneur, hein, tout à fait. Donc c'est vraiment un supplément facile, enfin un scénario en tout cas facile d'accès qui vous permettra en tout cas de bien démarrer, comment dire, votre campagne d'L5R. Le moindre mal, là déjà des scénarios, je dirais un peu plus complexes à mettre en œuvre et je dirais moins inspirés quand même que ceux qu'on a eu l'habitude de voir. Mais bon, globalement, il n'y a pas vraiment de gros ratages, de grosses gageures, à part, on va dire, je vous le préciserai si jamais tel est le cas. Mais bon, c'est pas dans les meilleurs scénarios par rapport, on va dire, au voile de l'honneur que je vous ai présenté, au code du Bushido, qui sont eux des incontournables. Les autres sont vraiment des scénarios plus compliqués et plus spécifiques. Et là, il faut que ça vous plaise pour que voilà. L'héritage des guerriers. Là, un très gros scénario. Vous voyez, en plus, c'est une pochette, hein, donc avec deux livrets. Donc là, on entre, on va dire, plus dans le scénario L5R tournant autour de la guerre, de la bataille. Donc c'est plus des phases tactiques, justement, avec on va dire, des combats assez épiques. Par contre, L5R est très connu pour les suppléments que je vais comment dire, vous présenter ici, que sont les boîtes et les cadres de campagne. Que je vous conseillerais que trop, en tout cas pour les deux premiers, pas pour le dernier. Le premier, l'indispensable, voilà, la Cité des mensonges. Donc la campagne justement dans la cité donc de Ryoko Owari, de la description complète de la ville et une campagne qui va avec, donc sur le thème de la guerre de l'opium, entre guillemets. Où donc là justement les joueurs vont jouer des magistrats. Donc voilà, ils ont un livret, en clair ils vont prendre la place du magistrat à partir de son carnet journal intime, où donc le magistrat a eu une triste fin. Et donc vous avez à l'intérieur 3 livrets qui vous décrivent donc la ville, quartier par quartier, la ville donc à l'usage des joueurs, à l'usage du MJ et donc la campagne en question. Et c'est franchement voilà, c'est je pense le meilleur supplément de la gamme, sans conteste, qui a montré toutes les potentialités de la ville. Moi je l'ai toujours utilisé, hein, cette ville de Ryoko Owari, même tous les MJ que je connais, que je pourrais, avec qui j'ai pu jouer ou que j'ai pu entendre dire qu'ils maîtrisaient le 5R, ont utilisé la Cité des mensonges. Supplément très dur à trouver, complet, bon état et à bon prix, parce que ça vaut une fortune maintenant de trouver. Mais par contre, voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller. Le deuxième supplément de taille, hein, puisqu'il va permettre, alors donc là où la Cité des mensonges va initier quelque peu la situation qui va, on va dire, faire évoluer la chronologie, qui est donc le coup d'état du Scorpion. Là on a le coup d'état du Scorpion à travers justement
Otosanushi, donc la description de la capitale de l'Empire, complète, et le scénario qui va, on va dire, initier justement le fameux coup d'état du Scorpion. Là, on peut le jouer de l'intérieur. Alors c'est un gros scénario, c'est une grosse évolution de l'univers, c'est vous qui décidez de la manière dont vous allez l'orienter à l'issue. Si vous suivez la chronologie, ben après vous avez toutes les données qui vous sont proposées déjà ici, plus après donc dans le supplément L'Ère du Vide, hein, qui va raconter la chronologie quasiment année par année. Donc voilà, là c'est vraiment le début de la campagne. Pareil, une boîte extrêmement dure à trouver, en bon état et pas cher. Voilà, fallait vraiment les acheter quand ils sont sortis, hein, parce que maintenant c'est du domaine de l'introuvable et de l'impossible. Voilà. Le petit raté, comment dire, de la gamme première édition, bah, la tombe de Yushban, un donjon pourtant qui avait la bonne idée d'être modulaire et d'être un peu dans l'esprit de ces donjons, on va dire de donjons et dragons, qui proposaient justement des, euh, des illustrations en fait pour ce qui est des salles. Attendez, est-ce que je peux retrouver voilà, les illustrations des salles. Donc voilà, il proposait les illustrations des salles comme dans les vieux scénarios, comme dans les vieux modules DD. Voilà, mais bon, le reste c'était un donjon qui était vraiment modulaire, donc il y avait un plateau de jeu et vous mettiez des tuiles, et donc en fait les tuiles étaient désignées au hasard. Donc ça c'était pas mal. Le seul problème c'est que ça reste un donjon, donc c'est pas très inspiré. Il y a quand même un scénario qui mène jusqu'à la tombe. Donc c'est toute cette histoire, on va dire, autour du sorcier Yushban, qui est donc le plus grand, évidemment, sorcier noir, le plus grand Mao Tsukai, qui est le chef en quelque sorte des Mao Tsukai, hein. Donc des sorciers maléfiques corrompus, des Shugenja corrompus, qui a inventé d'une certaine manière presque la magie noire, justement, en tout cas qui l'a fait exceller. Donc voilà, un supplément qui est vraiment, je pense, le seul gros raté de la gamme, parce que voilà, ça transforme L5R en donjons et dragons, et c'est vraiment pas le but, hein, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous parlerai pas de la version D20 qui m'a horrifié quand elle est sortie. Après, il y a des gens qui ont peut-être joué, qui l'ont apprécié, de jouer L5R en système D20 avec des samouraïs qui avaient des niveaux. Bon, là, il y a des rangs, hein, quand même, mais c'est des rangs d'école. C'est pas des rangs, on va dire, de progression nommément. On peut faire progresser son personnage malgré tout. Pardon. En termes de compétences et d'anneaux, sans pour autant optimiser ou en optimisant justement pour augmenter ses rangs de manière plus ou moins rapide et artificielle pour pouvoir avoir accès justement aux techniques d'école supérieure. Et voilà quoi, je trouve que transformer L5R en système D20, donc là c'était en système 3, 3.5, c'était pas très inspirant et pas très inspiré d'avoir fait une telle chose. Mais bon, c'était malheureusement la chose à l'époque, on n'y peut rien. Un supplément aussi dont je voulais vous parler, voilà, Sunda Mizumura, justement, par Akae, qui a fait un travail formidable de la description donc, de cette ville. Voilà, le seul problème, on va dire, à ce supplément qui est vraiment magnifique, génial, donc en 3 bouquins, c'est que il n'y a pas de boîte. Par contre, les cartes, évidemment, c'est Akae, hein, donc on voit, on va dire, le talent et l'inspiration. Avec un guide donc, du joueur, un guide du maître, un guide des aventures, donc avec d'excellents scénarios. Voilà, un supplément qui est disponible gratuitement, hein, je ne le dirai jamais assez, qui est donc téléchargeable gratuitement. Sunda Nizumura, voilà, vous avez franchement un supplément, on va dire complet, une ville complète du même niveau de qualité que ce que vous pouvez avoir avec Ryoko Owari et Otosanushi, en français, de création française, et en plus, il est officiel, hein. Donc on ne pourra pas dire que voilà, et donc il avait été aidé dans l'édition de ce supplément par justement la voix de Rokugan, donc où il a fait justement ses armes, puisque voilà, c'était le site la voix de Rokugan qui existe toujours, hein, d'ailleurs, même s'il est moins actif de nos jours. Il avait aidé, on va dire, justement à faire toute la popularité de L5R en faisant justement en faisant paraître en fait énormément de scénarios, de matériel pour le jeu, dont en particulier voilà, d'un supplément qui avait été écrit par Romain D'Huissier, donc le Gozoku,
que vous pouvez retrouver aussi, qui est excellent. Voilà, c'est sur une période en fait d'L5R, une période on va dire dans le passé qu'on appelait donc le Gozoku, qui était vraiment super inspirée et très, très intéressante. Donc là, j'ai pas le temps, comment dire, parce qu'il est en PDF évidemment, donc je ne l'ai pas fait imprimer. Et il y avait aussi donc les fameux parchemins justement de la voix de Rokugan, donc ils avaient fait éditer des recueils de scénarios thématiques où donc justement les vainqueurs des concours de scénario devaient être édités. Et le seul problème, c'est que l'année où j'y ai participé avec Akae, où il avait eu les 2 premières places, eh ben, le parchemin en question n'est jamais paru en version papier. C'est bien dommage, voilà. Mais donc sinon vous auriez pu bénéficier aussi donc des formidables scénarios d'Akae et de celui que j'avais écrit pour lequel j'avais été primé. Voilà, bon c'était une petite déception, mais bon c'est tout, c'est pas grave. C'est sur les aléas, comment dire, de l'édition et de la vie. Alors la deuxième édition. La voici, donc qui était présentée sous la forme d'un guide du joueur et d'un guide du maître. Donc celui-ci était paru donc au début des années 2000. Je peux vous dire que concrètement, donc il y a eu plusieurs suppléments qui sont sortis pour cette gamme deuxième édition que je vous ai présentée. Là, moi je les ai toujours utilisés voilà, en première édition. Le système en question, c'était aussi Roll Keep, mais on était plus sur, on va dire, là je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que le système était un peu particulier, on était limité normalement par sa compétence, ou en fait le système de Roll Keep fonctionnait de manière un peu différente, dans la mesure où on jetait un certain nombre de dés qui étaient, je crois, égal à sa compétence, et on était limité par sa carac, ou l'inverse, je sais plus. En tout cas, voilà, moi le système ne m'avait pas du tout, comment dire, inspiré. Je trouvais que même que les illustrations, comment dire, étaient moins inspirées, elles aussi. Il y avait eu pas mal de révisions aussi au niveau des écoles. La description comment dire, du royaume, de l'Empire d'Émeraude était pas mal, mais bon, voilà, j'étais assez mitigé vraiment sur cette deuxième édition. Je l'avais acheté en confiance, pensant que vraiment j'allais avoir affaire à quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant, qui allait donner un plus, mais en fin de compte, j'avais l'impression que la première édition d'L5R était déjà assez bonne, et que ça n'y avait pas de nécessité en tout cas d'y retoucher, on va dire, de la sorte. Voilà. Donc, ouais, donc normalement au niveau, comment dire, c'est anneaux, limiter compétences. La compétence en fait limiter le nombre de dés à lancer. Si mes souvenirs sont bons. Ce qui veut dire que si on avait plus, on va dire, dans l'anneau que dans la compétence, on était limité par la compétence. Je crois que ça doit être ça. Et je vous dis, c'est un système qui m'a jamais trop passionné, donc j'ai même plus souvenir de comment ça fonctionne. Alors, la troisième édition, par contre, là, on est en 2005 pour ce qui est de la VO, et 2006 normalement pour la VF, oui, 2006. Est-ce qu'il y a eu aussi une troisième édition révisée? Oh bah diantre. Ouais, c'est 2006, voilà, c'est ça. Donc la fameuse troisième édition, moi je l'ai acheté en anglais au tout début. C'est vraiment l'un des seuls bouquins, parce que je voulais l'avoir tout de suite. J'étais vraiment un gros fanboy, si je puis dire. Voilà, donc la version, elle est ici. La troisième édition, donc en anglais. J'avais beaucoup aimé, voilà, bon, la carte, je la trouvais moins inspirante que celle de la première édition. J'avais testé le système de jeu, on commençait déjà à voir que ça partait un peu, on va dire, en sucette en termes d'évaluation de puissance. Les illustrations, je les ai trouvées moins inspirées aussi. Bon, elles étaient souvent tirées du jeu de cartes, mais je trouvais qu'elles étaient moins belles. Enfin, elles faisaient plus, justement, illustration du jeu de cartes. Et donc, quand elles étaient agrandies comme ça pour un livre, un livre de base, enfin un livre de jeu de rôle, je trouve que ça rendait moins bien en termes de qualité. Bon, il y en a certaines qui sont belles, hein, quand même, faut pas non plus abuser. Donc là, on reste sur le système de Roll and Keep, mais il y a pas mal de choses qui sont revues.
En particulier le système de duel, je le trouve beaucoup plus intéressant, c'est pour ça que j'utilise celui-ci malgré tout. Euh, Au niveau, on va dire, de la description des sorts, il y a quelques petites choses qui sont quand même intéressantes. Il y a quelques écoles qui ont été revues, que j'utilise, on va dire, comme telles. Bon, voilà. Ça peut parfois créer quelques, mais il faut voir au cas par cas, créer quelques petits déséquilibres. Mais globalement, au niveau du système de résolution, ça reste pareil. Il y a en tout cas quelque chose de très très bien là-dedans, c'est vraiment la chronologie de l'univers, vraiment siècle par siècle, qui est là, je pense, très clair, très bien, et qui est vraiment très, très utile. La description de l'univers, en tout cas des principes de base de l'univers, pareil, je trouve est plutôt bien fichu. Voilà, mais bon, je dirais que c'est quand même la porte ouverte à l'agrobilite aiguë si on n'y prend pas garde, hein, cette troisième édition. Ça monte très très vite dans les tours, hein. C'est le cas de le dire. Euh, mais bon, j'y ai joué avec satisfaction, donc quand j'ai pu, on va dire, mettre la main dessus, donc dès 2005. Donc on avait eu une édition en français, voilà, donc là où c'était un autre format, enfin un format un peu plus, ils sont au même format en fait, hein. C'est juste que là il y a une version mat et là une version brillante. C'est le seul truc qui a quelque peu changé. Mais sinon on a affaire au même bouquin, un petit peu plus épais, hein, évidemment à cause de la traduction française, hein. Ça rajoute à peu près 25%, hein, au niveau de la trad. L'écran, moi je l'ai trouvé moins beau, hein, l'écran de la troisième édition. Le voici. Autant je trouve que l'écran première édition était très simple en termes de traits, d'esthétique, autant je trouve que ça rendait vraiment mieux que cette version. Et donc après on avait donc avec l'écran pareil des cartes en fait, plus le FAQ de la troisième édition et des feuilles de personnages. Donc, le livret donc, et les ratas en fait, hein, de la troisième édition. Il y avait eu quand même pas mal de coquilles, hein, dans cette édition. Surtout en français, hein, le livre en français, il y a vraiment plein de coquilles. Il y en avait aussi dans la VO, hein. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait un FAQ errata assez conséquent quand même, hein. Le livret était gros, hein. Pour justement pallier au fait que peut-être qu'ils ont un petit peu... c'est peut-être dû au fait que la deuxième édition n'avait pas, on va dire, beaucoup plu, donc ils ont vraiment fait la troisième édition un peu dans la hâte, j'ai l'impression. Et c'est vrai que la deuxième édition, dans mes souvenirs, n'avait pas vraiment plu à la communauté. Par contre, donc il y avait eu des suppléments plutôt intéressants, donc qui continuaient la chronologie, donc The Four Winds, donc là les 4 vents, donc c'est l'époque en fait des 4 successeurs de l'empereur. Donc là dans le système de jeu, on choisissait en fait celui qui était notre favori et on devait élire celui qui allait être justement le futur empereur. Et donc ils avaient fait cette époque des 4 vents qui se passe donc, je crois que c'est une vingtaine d'années après les événements justement du coup d'état du Scorpion, où donc il y a eu la guerre des clans, la guerre contre Fuleng et tout, voilà. Et une fois que Fuleng a été remis dans sa boîte, il faut quand même encore gérer le successeur justement de Fuleng entre guillemets, qui va être prétendant aussi au trône, plus donc les autres membres de cette les autres prétendants, si je puis dire, à la succession au poste impérial. Voilà. Master of War, donc un supplément vraiment sur la guerre, la bataille. C'est vraiment des règles supplémentaires très variables et très variées sur à peu près tous les clans, sur on va dire le sujet de la baston, voilà, de la guerre, etc. Master of Court, évidemment, là c'est le pendant pour tout ce qui est du jeu de cours, donc avec évidemment aussi clan par clan des écoles d'intrigants, voilà, des règles d'étiquette, plein de choses. Donc voilà, ça c'est utile, bon, sauf si vous connaissez évidemment déjà tout ça dans la première édition. Donc si vous n'êtes pas, on va dire, concentré que sur la troisième édition, dans ce cas-là, évidemment, ces suppléments sont extrêmement utiles. Alors oui, je les ai achetés en VO exclusivement, hein, à l'époque, parce que voilà, je voulais les avoir tout de suite, et je trouvais que la traduction française de cette édition était moins bonne. Master of Magic, donc là évidemment tout sur la magie, les écoles de magie, les Shugenja. On a
quand même en français, puisque là je les ai achetés quand ça a été déstocké, qu'il y a eu on va dire, pas mal de promotions en fait qui étaient faites sur ces bouquins. C'est vrai que cette gamme a été malheureusement a eu moins de succès quand même que la gamme de la première édition, même si elle a été beaucoup jouée. Et bien donc vous avez également un supplément sur les moines, donc prière et trésor, qui vous offre toutes les règles, elles, sur justement les moines, les Kyo, etc., etc. Donc pour justement la troisième édition. Alors, ensuite, le dernier supplément d'intérêt, donc c'est l'art du duel, qui lui va vous présenter toutes les règles justement sur le duel Yaijutsu, l'étiquette autour, on va dire, de cet art du duel. Donc c'est vraiment des suppléments thématiques qui sont pourtant extrêmement épais, hein. On voit à quel point ils ont réussi à faire de la matière à partir de tout cela. Ça c'est vous qui voyez si ça a de l'intérêt à vos yeux, mais moi je trouve que voilà, c'était un petit peu trop. Ensuite, un supplément dont je ne vous ai pas parlé avant, qui lui était sorti aussi pour la troisième édition, donc Legends of the Burning Sun, c'était une sorte de spin-off, si je puis dire, où donc là on vous proposait de jouer donc dans les fameuses terres brûlées, qui sont évidemment les mythiques terres où sont allés justement, où est allé le clan de la licorne, où sont allés les membres du clan de la licorne, et donc avec toutes les règles de création, la description de l'univers, etc., des personnages spécifiques. Il est intéressant, mais bon, voilà, c'est plus L5R d'une certaine manière, ça reste L5R parce que c'est lié, comment dire, à l'univers à l'Empire d'Émeraude, hein, c'est au-delà, comment dire, des montagnes, très très loin mince, oui, c'est au nord ou à l'est, je ne sais plus. Ça dépend dans quelle position on tient la carte. Mais normalement, techniquement, c'est à l'ouest. Voilà. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième édition. Et donc, on avait affaire quand même à un beau bouquin. Le bouquin était assez beau. Voilà, avec des illustrations variables en termes de qualité. C'était assez particulier quand même, hein. Et bon, à voir. Il était sorti en français, hein, d'ailleurs, je crois. Mais ça n'avait pas eu un succès, on va dire, retentissant. Ensuite, nous passons enfin, parce que là, on va dire que ça commence quand même à faire une sacrée vidéo, mais bon, il y a beaucoup de choses à vous montrer, c'est évident, à la quatrième édition, que voici. La quatrième édition, qui est sortie dans les années donc 2010. Voilà, ouais, c'est 2010 pour donc cette quatrième édition, qui date déjà de 12 ans, hein, ça commence à faire. Donc un magnifique bouquin qui reprenait donc vraiment l'esprit. Là on retombait plus, on va dire, dans la troisième édition, mais avec une volonté comment dire, enfin c'était le successeur, si je puis dire, revu et corrigé de la troisième édition, avec vraiment une mise en page très sobre, très belle, très intéressante. Voilà, agréable à lire en tout cas. Franchement, comme vous pouvez le voir, c'est on va dire, plutôt bien vu, même si bon, il est très très dense en termes de lecture. Là, il y a du matos, hein. On a quand même affaire à un bouquin de 400 pages. Donc, à voir à quel point les livres justement de L5R ont vraiment augmenté avec le temps. Parce que donc, la troisième édition, c'était 320 pages. Donc là, on a des livres de base quand même. Celui-ci qui est vraiment le plus complet. C'est vraiment celui, si vous aimez le système Roll and Keep et si vous aimez L5R, en remettant, on va dire, toutes les choses à zéro au niveau de la chronologie, parce que donc là, dans la troisième édition, on avait vraiment fait toute l'évolution de la chronologie jusque donc, on va dire, la fin, on va dire, de la chronologie proposée par les jeux de cartes. Là, on revenait on va dire, à la base, donc en 1121. Et je pense que c'était pour le mieux. Avec le système Roll and Keep, donc ils avaient revu évidemment l'équilibrage au niveau des écoles, au niveau on va dire, de la difficulté, mais on reste en fait sur le même jeu, hein, globalement, à part à quelques détails près. Même si bon, je préfère quand même toujours la première édition, que je trouve, bon, elle a des défauts, mais voilà, j'y suis plus attaché. Celle-ci, malgré tout, c'est celle que je vous conseillerais si vous voulez pas passer, comment dire, à la cinquième édition, qui elle est vraiment particulière en termes de système de jeu, où on est vraiment dans un tout autre esprit.
c'est cette quatrième édition qui, je pense, est malgré tout la plus aboutie et la plus équilibrée globalement, enfin je pense. Il faudrait le voir un peu plus à l'emploi, mais j'estime à vue de nez que le bouquin est très complet et que les choses ont été revues dans le bon sens. Même si donc voilà, on peut quand même très vite arriver dans la démesure. Hein. Le système, c'est très difficile. Bon, dans la troisième édition, c'était vraiment n'importe quoi. Faut quand même se le dire. On arrivait à des personnages qui pouvaient très facilement aller au-delà justement du rang 5. Et c'était très très déséquilibré. Là, dans la quatrième édition, on revient à des choses un peu plus gérables, je pense, tout de même. Voilà. Et en tout cas, avec un matériel vraiment magnifique. Donc, traduction de chez Edge, évidemment. Et voilà. Je ne saurais que trop vous la conseiller, que ce soit en VO ou en VF. Même la VF, hein, elle est d'excellente qualité. Comme le boulot d'Edge, on va dire, sur la gamme L5R depuis qu'ils ont les droits, donc depuis la quatrième édition, puisqu'ils ont aussi la cinquième. C'était vraiment très très bon sur ce point. L'écran. Alors, l'écran, c'est un écran 3 volets paysage, 4 volets, pardon. C'est 2 petits volets en fait, que je ne trouve pas super joli, mais bon, il est bien hein, quand même. Hein. Mais voilà, l'écran première édition reste malgré tout beaucoup plus intéressant, à mon avis, à mon humble avis. Voilà, avec un livret également à l'intérieur qui vous proposait donc une aventure, donc descente dans les ténèbres, qui était plutôt scénario d'introduction, on va dire, hein, qui avait quand même son intérêt. Ensuite, nous avions dans la gamme, vraiment j'avais pris que pour cette quatrième édition les suppléments les plus notables. Donc la description de tous les clans majeurs, évidemment, en un supplément de plus de 300 pages, très complet également, voilà, qui complétait vraiment bien le livre de base qui lui racontait plutôt la chronologie et donc l'histoire de l'Empire et la géographie de l'Empire. Donc là on avait vraiment la description des clans dans son ensemble, des clans majeurs évidemment, avec beaucoup de précision. Et donc avec évidemment des détails techniques supplémentaires, etc., etc. Donc là, c'est le supplément pour la quatrième édition qui est vraiment indispensable si vous voulez compléter le livre de base. Chronique impériale. Donc là, la description en détail de l'histoire de l'Empire, plus évidemment développée que dans le livre de base, qui vous permet en fait de jouer à peu près toutes les périodes que vous voulez, donc avec donc 10 périodes détaillées. Une description détaillée des clans et des personnages qui ont fait l'histoire de Rokugan aussi, évidemment pour jouer dans ces périodes, plus évidemment des détails techniques supplémentaires, donc des écoles, des sorts, des techniques, voilà. Et le cadre donc inédit des 1000 ans de ténèbres qui avait été initié évidemment, c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était Fuleng, pardon, qui avait gagné en fait le tournoi des Kami et qui avait donc qui s'était imposé comme empereur de la lignée impériale. Ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une série de cartes spéciales qui est très recherchée, on va dire, par les collectionneurs de L5R. J'avais hésité d'ailleurs à l'acheter à une époque parce que les cartes étaient vraiment très très belles. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire. Hein. Mais ça reste quand même, on va dire, quelque chose d'assez mythique de jouer dans cette version un peu sombre, justement, où c'est les méchants qui ont gagné, d'une certaine manière, où eux sont obligés de vivre dans un empire, on va dire, corrompu, où toutes les instances sont des hommes profondément maléfiques. Voilà. Et l'Empire d'Émeraude, donc le troisième supplément, je trouve, d'importance dans la gamme de la quatrième édition, où là on vous décrit beaucoup plus en détail, justement, tous les aspects de l'Empire. Donc, description de la hiérarchie sociale et politique, des accroches de scénario, le fonctionnement des lois de l'Empire, l'ordre céleste, etc. etc. Et on va dire des informations sur donc, les différents types de samouraïs dans chaque clan, évidemment. Et en plus, en fonction, on va dire, des sujets abordés. Voilà, donc pareil, un supplément de 300 pages, plus de 300 pages, qui est, je pense, essentiel pour la quatrième édition. Donc voilà, le livre de base plus ces 3 suppléments-là, si vous arrivez à les trouver, franchement, vous êtes tranquille pour pouvoir jouer en quatrième édition, si tel est votre, on va dire, si tel est votre souhait.
Ensuite, nous est arrivé assez, on va dire, moi je suis resté à la fois curieux mais sceptique, et maintenant je suis plutôt sceptique. Euh, donc dans les années 2018 et donc 2019 pour la version française en 2020, c'est tout début 2020 qui est sorti. Donc la nouvelle édition, donc là c'est la boîte d'initiation euh, avec donc un système comme pour tous les jeux FFG de près ou de loin, puisque là donc ils avaient repris la licence euh, des dés propriétaires, donc des D6 noirs et des D12 blancs. Donc voilà, les dés noirs c'est pour les attributs, les dés blancs c'est pour les compétences. Et donc on va faire des résultats spéciaux qui vont donc nous donner des succès, des succès explosifs, donc qui vont permettre de relancer des dés. On va nous donner également ce qu'ils appellent des strifes. C'est en fait, on va accumuler d'une certaine manière de la tension émotionnelle, de la fatigue, etc., qui va déclencher des effets avec le temps. Donc le but évidemment c'est de lancer donc attribut. Donc l'attribut en fait c'est l'anneau. Donc on va en plus justifier son action en disant que voilà je fais mon action de telle manière donc j'utilise préférentiellement tel anneau. Voilà, on est déjà, on va dire, un peu dans l'abus, parce que si vous avez un anneau qui est, on va dire, majoritaire, vous allez toujours évidemment essayer de baratiner votre MJ pour avantager. Donc déjà, premier écueil de ce genre de système où on veut, comment dire, se faire un peu dans le narratif, si je puis dire. Dans le narratif soft, hein, je vous rassure. Euh, et donc, on va avoir des résultats qui vont être interprétés. On est un peu dans le même esprit donc, que le système générique que FFG voulait mettre en place, donc le système Genesis, qui est déjà utilisé donc, pour Star Wars, par exemple, Star Wars aux confins de l'Empire, etc. Où donc, voilà, on a certains résultats de dés, donc système qui avait été développé au départ pour Warhammer 3ème édition, qui avait déjà, on va dire, quelque peu fait déchanter pas mal de monde, alors que pourtant, bon, c'est un système qui est bien fichu, même si le matériel, comme je le disais, à gérer était trop lourdingue, on avait l'impression vraiment d'être dans un jeu de plateau qu'autre chose. Donc voilà, là, système plus simplifié quand même en termes d'utilisation, juste anneaux plus compétences. Et après, on interprète les résultats en question. Donc, certains résultats, c'est des résultats donc, de succès. D'autres résultats, c'est des résultats en clair on va dire comment, de complications qui vont avoir lieu plus tard, etc. etc. Et donc, le but, c'est d'avoir suffisamment de succès pour réussir son action. C'est juste, voilà, c'est un système, je dirais, dans l'air du temps, que j'ai pas vu comment ça pouvait tourner. J'ai eu des échos, comment dire, de certaines personnes qui l'avaient utilisé, qui étaient vraiment des gros fanatiques de L5R et qui l'ont trouvé bien. Donc je pense que ça peut pas mal tourner si les joueurs sont honnêtes. Ceux-ci sont, on va dire, pinailleurs, optimisateurs. C'est clair que ça va montrer très très rapidement on va dire, ses limites. Donc dans cette boîte d'initiation, on avait un scénario clé en main, des pré-tirés, un set 2D également aussi, hein, évidemment. Euh, pardon, oula, j'ai fait tomber les dés de manière un peu... voilà, donc le livre de règles, donc qui vous décrit les règles de base. Donc il y a évidemment un read this first, hein, un manuel de prise en main, si je puis dire, à lire en premier. On avait donc évidemment l'aventure, voilà, qui était avec. Donc évidemment cette boîte existe en français, hein. Moi je l'ai acheté en anglais parce que je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, un peu curieux. Et on a donc des personnages pré-tirés. Il y avait des personnages pré-tirés à télécharger gratuitement sur le site de FFG. Donc on avait un courtisan d'Oji, un moine tatoué dragon, un bushi du clan du lion, un shugenja du clan du phénix et la carte de l'Empire. Alors la carte de l'Empire est vraiment pas trop mal, je trouve. Voilà, bon, ça va. Je trouve qu'elle est quand même encore moins belle que. Et on avait les plans évidemment de là où se passait l'action. Donc Tsuma et le château du champion d'émeraude. Parce que ça tournait autour du champion d'émeraude. Donc je sais que pour avoir lu un peu au niveau du BG, il y a eu des transformations quelque peu hasardeuses dans le background. À voir. Bon, globalement ça reste le même, hein.
On est, on va dire, au niveau de la description de la société, mais au niveau des PNJ, il y a eu pas mal de bouleversements. Même si on a remis encore les compteurs à zéro, qu'on repart donc dans la période de base juste avant, techniquement, le coup d'état du Scorpion qui va avoir lieu ou pas, ça c'est vous qui voyez. Et donc voilà, les personnages étaient donc définis de cette manière. Donc ça, là je vous montre les différentes valeurs d'anneaux, les différentes valeurs de compétences, donc avec les dés justement qu'on vous donnait à lancer. Voilà, plus les techniques, les différentes choses. Donc là, on a la version normale et la version expérimentée, hein, comme il y avait dans les livrets de Star Wars, justement, de Star Wars, donc, que ce soit aux confins de l'Empire, Âge de la Rébellion ou Force et Destinée, hein, il y avait le même système. Donc voilà, on avait un truc extrêmement complet de mon point de vue. Il y avait même aussi une planche, comment dire, de pions, hein, que je n'ai pas dégrappé. Parce que bon, voilà, jouer avec des pions, moi c'est pas trop. Et des figurines, c'est pas trop mon truc. Peut-être que je le testerai un de ces jours, mais comme je vous ai dit, voilà, L5R, moi j'en ai. Pour l'instant, je n'ai pas envie, comment dire, d'y remettre le nez parce que ben, je trouve que j'ai fait une, une belle on va dire, session, si je puis dire, de campagne dans le passé, jusque donc pendant à peu près une quinzaine d'années. Donc pour l'instant, je n'ai pas envie d'y revenir, même si c'est un jeu que j'aime énormément, évidemment. Et en tout cas, c'est pas, on va dire, les dernières éditions qui m'ont vraiment donné envie de m'y replonger. Euh, Même si la quatrième est bonne, hein, je dis pas ça, mais cette dernière édition, je la trouve, on va dire, quelque peu. Voilà, je reste sceptique. Faut voir comment. Faut que je le teste un jour, faut que je prenne mon courage à deux mains et que je le teste. Parce que le matos c'est beau, la promesse a l'air belle, mais est-ce que vraiment je vais retrouver toute la passion et tout l'intérêt que j'avais à l'époque pour ce jeu? Je ne sais pas. Donc, on a un bouquin de 340 pages environ, avec des illustrations magnifiques. Vraiment, le graphisme de cette cinquième édition, pardon, est vraiment superbe. Voilà, vous avez vraiment des illustrations qui pètent les genoux à peu près à toutes les pages. Une mise en page très aérée, qui reste dense hein, quand même. Il y a de la lecture, il y a du matos. On prend pas ça, on va dire, à la légère. Hein, on prend pas ça non plus, on va dire. Disons que voilà, il va falloir de l'investissement quand même pour se mettre dedans, même si le système de jeu n'est pas complexe en soi, l'interprétation malgré tout des règles, des résultats des dés demandera un petit peu d'expérience, je pense. Mais sinon, on y retrouve, on va dire, les mêmes marqueurs avec les écoles, les techniques, tout ce que je vous ai décrit avant, on les retrouve quand même. Hein. Ils ont vraiment bien remis les choses. On retrouve vraiment les spécificités aussi de l'univers. On n'est pas perdu dans cette édition malgré tout, même si je vous dis, il y a eu je pense, des modifications par rapport à ceux qui connaissent très bien l'univers, que je trouve un peu, on va dire, hasardeuses et un peu trop, on va dire, liées à l'ère du temps. Je vais dire ça comme ça pour éviter, on va dire, de polémiquer et de fâcher. Voilà. L'écran, donc là vous allez voir, l'écran lui est vraiment magnifique. Là, je trouve que je pense même, et je pourrais dire que c'est le plus bel écran qui est paru pour L5R depuis le début. Là, on a vraiment un écran qui est inspirant, qui est d'une beauté, on va dire, en accord avec le sujet, avec l'esthétique du thème. Voilà, donc là, j'ai vraiment l'impression d'être au Japon en hiver. J'ai vu le Japon en hiver, donc je peux vous dire que on est vraiment dans cette ambiance-là. Et donc, un livret, le Game Master Kit, qui vous propose évidemment donc Dark Tide, je crois, qui est un Dark Tides d'ailleurs, qui est un gros scénario. Voilà, qui est donc lié à ce supplément. Et donc le dernier supplément que j'ai acheté pour la cinquième édition, pardon, c'est l'Empire d'Émeraude. Donc voilà, guide essentiel, donc qui est la transposition, si je puis dire, la redite, mais très bien faite avec de très belles illustrations, donc du guide de l'Empire d'Émeraude que je vous ai présenté pour la quatrième édition. On est un peu dans cette même logique-là. Donc voilà, avec des illustrations vraiment magnifiques. Là, vraiment, au niveau de la qualité esthétique, on atteint vraiment un très très gros niveau, on va dire, de présentation, de qualité artistique, avec des plans également. Donc là, vous avez vraiment toute la description de l'Empire de manière
Un peu plus synthétique, j'ai l'impression quand même que dans le précédent. Bon, même si le supplément fait tout de même 256 pages, on n'est pas volé. Voilà, avec vraiment, je vous dis, des illustrations qui, moi, en tout cas, me font dire que la qualité, en tout cas, de l'ouvrage est digne, est très digne. Voilà, on est vraiment dans des choses comme ça qui sont donc du matériel de qualité. Si vous voulez un système donc plus narratif, plus dans l'air du temps, va-t-on dire, tout en gardant, on va dire, l'esprit quand même de L5R, je pense que cette édition vous plaira. Euh, à la lecture, moi en tout cas, oui, je suis resté à la fois curieux, intéressé, mais je me demande quels abus on peut avoir. Bon, il y a eu des abus dans toutes les éditions. Dans la première édition, les personnages étaient très, très faibles. Voilà, le système était très meurtrier. Mais bon, il y avait de quoi compenser au fur et à mesure avec l'expérience, les techniques, etc. Dans la troisième édition, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Dans la quatrième, ça s'est un petit peu renivelé. Et dans cette cinquième, je pense que, étant un système plutôt narratif, on est plutôt, on va dire, quand même dans quelque chose d'assez player-friendly. Voilà, on veut plus frustrer, hein, évidemment, on veut plus trop maltraiter ses joueurs, c'est bien évident. Mais malgré tout, il faut voir comment ça tourne. Si vous avez en tout cas des choses à dire là-dessus, au niveau commentaire, si vous voulez me dire ce que vous pensez justement de cette cinquième édition, si vous l'avez testé plus, on va dire, dans la pratique courante. Moi, sur le papier, je pense que la proposition est intéressante. Elle a, on va dire, voilà, ses intérêts. Elle est dans l'esprit du jeu. Hein. On est complètement dans l'esprit, on va dire, de toutes les symboliques, de toute on va dire, la mystique autour, on va dire, justement, de la manière dont les gens sont plus ou moins liés, justement, aux éléments, à ces anneaux, à ces tendances élémentaires. On est quand même là-dedans, donc c'est très logique, ça reste très dans, on va dire, on est dans le sujet, on n'est pas hors sujet avec un tel système de jeu. Mais est-ce que voilà, c'est pas non plus sujet à, il n'y a pas des limites, il n'y a pas des comment je dirais, des très très vite, on va dire, on est dans l'abus quoi, et dans justement l'optimisation un peu par abus, on va dire, de certaines utilisations justement d'anneaux, puisqu'on peut utiliser un peu l'anneau que l'on veut dans l'action, puisque l'utilisation de l'anneau va être fonction évidemment de l'état d'esprit et de la volonté, quelles vont être nos ambitions dans nos actions. Voilà. Donc, est-ce que ça va pas être un système où on va utiliser un seul anneau et bon, on a la compétence ou pas, bon, on s'en fout. À voir. Mais bon, la proposition, en tout cas, moi je la trouve originale, très originale, ça on peut pas dire le contraire. Et en tout cas très en accord avec on va dire les systèmes de jeu modernes à vouloir on va dire créer une histoire à travers le jet de dés plutôt qu'un jet de dés qui va être binaire quoi, c'est réussi raté. Voilà. Sur ce point on est d'accord, mais bon je n'en reste pas moins on va dire prudent, sceptique sur la manière dont ça peut de ce que ça peut donner dans en tout cas les situations de jeu concrètes. Voilà. Donc c'était Magna Magister, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter, il y en avait quand même un sacré paquet. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé jouer à L5R, tout comme moi j'ai adoré maîtriser L5R, être joueur à L5R, surtout sur la première édition et la troisième édition. Si voilà, je vous présenterai donc comme je vous le disais des scénarios à l'avenir dans les scénarios express. Probablement cette semaine d'ailleurs il y en aura un pour vous mettre un peu en jambes et jouable avec n'importe quelle édition évidemment. Et j'espère que donc voilà, cette vidéo, même si elle a été longue, vous a tout de même plu. J'ai vraiment passé des choses très très vite par rapport à d'autres, mais bon, il y avait beaucoup plus à dire sur certains aspects du jeu, son univers que d'autres. Évidemment, son univers et un peu son système de jeu. Voilà, par contre, vous avez vraiment affaire là à un univers, une série en fait d'éditions et de gamme qui était vraiment merveilleuse, bon à part pour la deuxième édition, hein, vraiment, je trouve, un peu un raté, moi. Mais bon, c'est le seul bémol que j'ai à mettre à cette magnifique gamme. Je trouve que voilà, sa version actuelle est vraiment dans l'air du temps. Et donc, si vous avez envie de découvrir cet univers, je pense que vous serez ravis. Si vraiment vous êtes sceptique sur ce et que vous n'aimez pas ce système de jeu, essayez de vous procurer la quatrième édition. Elle est encore trouvable. Bon, maintenant, elle va commencer à devenir un peu plus chère parce que, évidemment, elle est épuisée, donc ça va être un peu compliqué. Bon, en cherchant un petit peu, je pense que vous devez pouvoir la trouver.
voilà, ne vous, comment dire, ne vous, vous vendez pas, comment dire, plusieurs organes pour les acquérir. Le livre de base est largement suffisant, la plupart du temps il est très complet pour pouvoir commencer, et vous avez plein de scénarios qui traînent à droite à gauche pour pouvoir justement vous procurer du plaisir à découvrir et à faire découvrir cet univers. Voilà. Donc, eh ben, c'était Magna Magister. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de vous abonner, de nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir en discuter, même si pour l'instant on ne joue pas L5R, ça reviendra probablement un de ces jours. Je ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est un jeu tellement bon que je suis sûr d'y revenir, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas mon jeu du moment. Il y a d'autres jeux auxquels j'ai plaisir de jouer, même si j'ai eu énormément de plaisir d'y jouer. Et c'est peu dire. Mais voilà, à un moment, faut savoir aussi passer à autre chose. Il y a certains jeux, on peut y jouer vraiment sur la durée, parce que on n'a jamais fini d'en faire le tour. Là, je dis pas qu'L 5R, j'en ai fini d'en faire le tour, mais je me dis, je veux pas faire le scénario de trop qui risquerait de me lasser. Et c'est pour ça que je préfère attendre pour m'y remettre quand je serai vraiment, on va dire, dans la bonne, dans le mood, si je puis dire, dans le bon état d'esprit pour pouvoir, on va dire, le présenter sous son meilleur jour, parce qu'il en vaut largement la peine. C'est une super œuvre ludique, une super œuvre en termes de background. Voilà, donc je ne pourrais que vous dire, que vous conseiller en tout cas ce jeu d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était Magna Magister pour la très grosse vidéo de la semaine. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur Tabula Rasa. Jouez bien et jouez les samouraïs.